Bonsoir, heureux de vous retrouver à nouveau dans le cadre de cette émission Carte sur table, 21h-23h. Nous sommes mardi le 14 mars 2021. 3 thèmes, ou demain 2 thèmes et un sujet de commentaire. 4 invités ce soir. On reviendra en quelques mots sur ce qui se passe au SDF pour comprendre cette bataille, j'ai failli dire, des cadres entre Jean-Michel Nitieux, le président régional SDF Littoral, non moins député à l'Assemblée nationale, tout comme Joshua aussi également élu du peuple à l'Assemblée nationale, vice-président, premier vice-président du SDF depuis quelques semaines. La querelle enfle entre ces deux figures du SDF. On va donc s'interroger ce soir pour savoir si en fait nous sommes sous une forme de tension de pré-campagne ou simplement une rupture au sommet entre les cadres. On le sait, tout cela arrive au lendemain de l'annonce de Ni John Frondi, le président du Social Democratic Front, de mettre un terme à sa carrière politique, et certainement que les membres du NEC et tous les militants du SDF vont s'exprimer sur la question. Autre sujet ce soir, on va aller du côté de l'Assemblée nationale, ou du moins on y reste, puisque les députés sont réunis, et l'avantage, la question se pose, quand est-ce que le Parlement pourra-t-il se saisir du sujet autour de la crise anglophone? On le sait, une lettre réponse des députés, de certains députés camerounais ont enflé les causeries il y a quelques jours déjà, répondant aux sénateurs américains, et du coup, d'aucuns demandaient à ces députés de davantage poser la question au sein du Parlement. Le Parlement camerounais, députés et sénateurs, le Parlement, si vous voulez, va-t-il se saisir donc de ce sujet de façon officielle pour mettre la question en débat et certainement trouver ou alors apporter du leur? On va également se poser la question ce soir. Et puis, la pandémie de l'heure, la Covid-19, doit-on se faire vacciner, oui ou non? Sans forcément y répondre de façon directe, la question va être ouverte, pas fermée. Les panélistes vont argumenter ce soir autour de ces 3 sujets. Maître René Roger Bébé, bonsoir. Bonsoir, monsieur le député Tongo. Merci de m'avoir invité. Bonsoir à mes co-panélistes et bonsoir à nos téléspectateurs. Élu municipal PCRN, vous êtes adjoint au maire. Merci d'être là ce soir. Maître Fidèle Djoumessi, bonsoir. Bonsoir, député, et je salue tous les téléspectateurs de STV. C'est un plaisir pour moi de revenir sur ce plateau après une longue absence, pour des raisons indépendantes de ma volonté. Des raisons propres au MRC. Peut-être des raisons professionnelles. Aussi, voilà. Merci infiniment d'être là, cadre du MRC. Maître Paul Payer, bonsoir. Bonsoir, député, bonsoir, co-panélistes, bonsoir à nos téléspectateurs. C'est une fierté pour moi de me retrouver sur votre plateau. Je crois que les sujets sont très alléchants ce soir. Si je voulais vous titiller, je vous aurais demandé si vous êtes tendance Nitieux ou tendance aussi. Je suis tendance SDF. Ça existe encore? Oui, bien sûr. D'accord, on en parle. Il y a des gens qui ont le SDF dans le sang. On en parle dans quelques minutes. On ne peut pas jouer pour détruire le SDF. Hervé Manuel Combe, bonsoir. Bonsoir, député. Merci également d'être là. Membre titulaire du comité central du RDPC, qu'on ne présente plus. Merci. Bonsoir à tous les téléspectateurs de Carte sur table. Derrière la transition, on entame tout de suite le premier thème de ce soir. Alors, M. Paya, je commence par vous. Je veux dire qu'on ne va pas se le cacher. J'ai envie de vous demander simplement, que se passe-t-il au SDF ce matin encore? On a suivi chez nos confrères de Radio Equinox Jean-Michel Nitieux dans une sortie assez, j'ai failli dire violente, en termes d'approche verbale. Nitieux qui n'a pas hésité de demander simplement le départ de Joshua aussi, du SDF, l'accusant d'un certain nombre de mots. Évidemment, en face, on observe le calme, la tempérance et même la retenue de Joshua aussi, qui ne réagit pas encore ou qui n'entend pas réagir. Que se passe-t-il dans votre maison? Oui, bon, c'est comme s'il était sur la sellette. Je dois dire, c'est une situation assez regrettable, ce que nous vivons. J'ai dit tout à l'heure, vous avez posé la question, je suis de quelle tendance? Bon, c'est à l'analyse que vous saurez quelle tendance je suis. C'est tel que ce qu'on a vécu, et ça a été très regrettable. Nous, le SDF, c'est un vieux parti d'opposition, un parti qui a fait beaucoup de choses dans ce pays. Bon, dès lors que les choses arrivent à ce niveau, qu'on suive certaines déclarations où on a la peine à croire si ce sont nos aînés
Ça nous fait regretter, surtout le discours de ce matin. J'ai suivi par 2-3 fois. Bon, je ne dis pas, je ne veux pas condamner, parce que là, tout part d'une situation où je crois que ça reviendra dans l'un des thèmes que vous avez prévu ce soir, savoir... Nous y sommes déjà. Hein. Ouais. Non, nous y sommes, mais il y a un thème là où vous parlez de la question de nos eaux. Je ne voudrais pas déjà embrayer là-dedans. D'accord. Mais tout part de ce fait que les deux sont d'ailleurs des amis et des gens, ma foi. Je me rappelle en 2018, quand aussi déclarait sa candidature, je suis conseiller juridique régional SDF, nous étions ensemble avec le président régional aussi, l'honorable aussi. On a été les premiers à acclamer qu'il soit candidat. 2018-2021, c'est quand même 3 ans, et puis la présidentielle est passée par là, les élections de proximité également. Oui, bon, les élections, bon, ça s'est passé, et je crois que s'il y a un passif, c'est un passif à être supporté par tous les gens du SDF, parce que je ne voudrais pas aller en détail pour dire comment les choses sont passées. Quand on revient aujourd'hui, on voudrait mettre ces choses sur la table, essayer d'accuser l'autre de pouvoir agir autrement. Je dis, bon... Aussi, quand il y a eu ces problèmes, il y a eu une réplique quand il a pu signer une pétition, je crois de bonne foi. Parce qu'il y a parfois, quand une situation est, il y a un marasme, il y a une situation très grave dans le nord-ouest, sud-ouest, quand il peut de bonne foi signer quelque chose pareil, et qu'on réagisse en l'accusant de n'avoir pas pris d'abord attache avec le NEC, et qu'on réagisse aussi sans prendre attache avec le NEC. Ça, c'est autant de choses que je regrette. Et c'est au fur et à mesure, parce que quand aussi a fait quelques sorties pour pouvoir se justifier, aujourd'hui, nous nous sommes retrouvés avec une autre réplique cinglante. Bon, je regrette, je dis aux camarades du SDF, parce que dans nos plateformes d'ailleurs, ce qui se dit, c'est encore plus grave. Parce que pour vous qui êtes hors du SDF, parfois, bon, c'est vrai que les forats sont toujours poreux. Parce que beaucoup apprennent. Je ne sais pas, qu'est-ce qui s'est dit? Voilà. On nous fait quelques confidences. Des choses donc qui n'y sont pas. Bon, non, mais aujourd'hui même, c'est tel qu'il y a des gens qui sont dans les forats purement SDM qui balancent aussi ces choses hors de nos forats. Je dis, à l'allure où on se met à voir les réactions des uns et des autres, j'attire l'attention des camarades. On ne saurait se mettre à s'aligner comme si c'était une bataille où on n'est pas à camp pour essayer de dire que voilà, tel a bien parlé, tel a mal parlé. C'est autant de choses. Quand nous voyons ce qui s'est passé avec les résolutions du NEC, les résolutions du NEC, surtout le NEC a fait des résolutions. Que dit le NEC? Le NEC a dit des choses. Et des choses très importantes, parce que ça a été un grand NEC. Je le dis parce que moi j'ai été témoin. J'étais observateur dans la salle. Je n'étais pas un témoin à distance. J'ai suivi directement avant de voir depuis hier les résolutions écrites. Donc c'est tel que il y a eu des choses qui ont été dites, mais les gens enveniment. Les gens transposent. Maître. Juste pour chercher à nuire. Maître, qu'est-ce que c'était du NEC? Il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Mais là où ça tourne à l'heure actuelle, même hors des forats SDF, c'est un problème de désapprobation ou de il y a l'argent qui circule. Ouais, bah, et quand des gens... Donc vous êtes ignorant. Ce qui se passe, c'est que les gens axent comme si le point, ce n'était que parce que certains attendaient peut-être que aussi allait être sur guillotine et tout consort. Là, d'attendre ce qui est sorti des résolutions, on transpose, on analyse comme on veut. Chacun tire dans sa direction. Donc, contrairement à ce que Jean-Michel Nietzsche a dit ce matin, le NEC n'a pas désapprouvé Joshua aussi. Désapprouvé, c'est quoi? Quand le NEC peut s'étonner, frown. Ça, j'ai vu les gens aujourd'hui faire vraiment l'analyse. Les gens sont devenus des parfaits bilingues parce qu'on cherche. Non, celui que j'ai lu aujourd'hui, c'est Jean-Robert quelque part, a traduit un mot. Quand le NEC peut s'étonner que on s'étonne. Comment il a pu faire cela? Bon, qu'il utilise la même énergie pour mettre pour que le problème anglophone revienne sur la table de l'Assemblée du Parlement. C'est autant de choses. On gesticule toujours à ce niveau parce qu'on voyait le 8-2 où on voyait la tête coupée. Le 8-2 contre qui? Contre Joshua. Contre Joshua, bien sûr. Et donc, je veux dire pour lui, qu'il n'a pas eu le 8-2, et ceux qui l'accusent aujourd'hui se sentent un peu frustrés, c'est ça? Oui, les gens sont frustrés. Donc Jean-Michel Nietzsche, par exemple. C'est une évidence, une constance. D'accord. Ouais.
On va aller tout de go. Je veux dire que vous savez bien que le nom du MRC et d'ailleurs du RDPC aussi flirte dans ce conflit. Jean-Michel Nitieux dit que lui, il préfère qu'on le tense de pro-MRC et non de pro-RDPC. Je veux dire, le MRC flirte-t-il? D'ailleurs, d'aucuns pensent qu'il y a une tendance MRC au sein du SDF. Non, on ne peut pas dire qu'il y a une tendance MRC au sein du SDF. Parce que, ou on est membre du MRC, ou on est membre d'un autre parti politique. Parce qu'au sein de notre parti, il n'y a pas de double appartenance. Ou vous êtes membre du MRC, ou vous êtes membre d'une autre organisation. Et je rappelle que lors du réunion du directoire, nous avons pris une résolution dans ce sens pour interdire à tout militant du mouvement pour l'instant du Cameroun d'appartenir au mouvement pour l'instant et en même temps à une organisation à caractère politique. Je pense que nous observons le conflit qui a cours au sein du SIF entre deux grands cadres, deux élus du peuple, c'est-à-dire honorable Ninthieu et honorable aussi Joshua. Et à l'observation, il découle de ce conflit l'approche dans la résolution de la crise anglophone. Honorable Ninthieu a son approche et honorable aussi Joshua a la sienne. Et l'approche de honorable aussi Joshua paraît être beaucoup plus proche de celle du pouvoir. Parce que, voyez-vous, honorable aussi Joshua a bien pris part au grand dialogue national et a été très actif. C'est l'avantage du SIF puisqu'il était mandaté. Il était mandaté par le SIF, oui, bien sûr, mais il s'est montré très actif dans ce dialogue, dans ce grand dialogue. Il vous souvient, au cours de ce dialogue, c'est lui qui avait fait la promesse de ramener certains insurgés, de sortir certains insurgés de la brousse et qu'il était en contact avec eux et avait promis que après le grand dialogue, tout au moins, une bonne partie des insurgés déposeraient les armes. Autrement dit, vous gardez la parole. Vous gardez la parole. Autrement dit, pour vous, je réfléchis à te voir. Jean-Michel Nitieux aurait été invité au grand dialogue national ou alors aurait été désigné par le SDF parmi ceux qui devaient représenter le parti, mais n'y est pas allé parce qu'il a une approche différente de Joshua. Il n'a jamais été invité. Là, la tendance non, je veux comprendre. Je pense que honorable Jean-Michel Nitieux a une approche qui est complètement différente de celle que anime aussi Joshua. Et c'est pour ça que honorable Nitieux a marqué son désaccord pour la signature de honorable aussi Joshua au bas de la pétition querellée. C'est pour cette raison, parce qu'il a dit on ne peut pas admettre, on ne peut pas accepter qu'il signe une telle pétition dans les conditions actuelles de la guerre, dans les conditions où la paix n'est pas revenue, ou bien la paix n'est pas pour demain, dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Et il vous souvient, vous vous rappelez que la pétition concernait la décision des États-Unis de rapatrier au Cameroun certaines personnes dont les libertés seraient menacées s'ils se retrouvent sur la terre camerounaise. Et les conditions n'étaient pas réunies pour que Honorable aussi puisse signer cette pétition. Et c'est pour ça que Honorable Nitieux a dit non, s'il signe cette pétition, ça veut dire qu'il n'est pas favorable à ce que la crise soit réglée comme on souhaite. Donc il s'est aligné du côté du pouvoir parce que la pétition a été initiée par les députés RDPC. Non, le pouvoir ne veut pas que la crise soit... Non, le pouvoir pense régler la crise par la force. Le pouvoir a affirmé son option militaire. D'accord. Et a refusé l'option du dialogue. Emmanuel Kopp. Jusqu'à présent.
RDPC est l'autre tendance très, très disputée dans cette bataille Écoutez, interne. vous m'avez amené aujourd'hui dans l'arène des avocats et j'espère qu'on va essayer de lever le débat. Parce que tout ce que nous voyons là maintenant, ce sont des épiphénomènes dont certains s'appuient sur des prétextes genre pétition à l'Assemblée, mais il s'agit de savoir qu'est-ce que le SDF, dans quel état il se trouve aujourd'hui et pourquoi il y a cette bagarre. Je vais être un peu télégraphique, mais essayer d'être fond. Le SDF est une organisation née dans un malentendu qui était opportuniste dans les années 90. Il a joué son rôle, on respecte son rôle. Il a joué le rôle d'animateur de l'espace public. Mais aujourd'hui, il est rattrapé par les maladies de jeunesse, d'enfance, de sa naissance. C'est-à-dire que ce sont des maladies congénitales. Le SDF a réuni des gens qui ne devraient jamais se rencontrer. Vous comprenez? Quand vous prenez le réaliste Joshua aussi, intelligent, calme, avec l'agité, voire même parfois la brute de Nietzsche, je pèse mes mots, ce sont deux gens qui ne devaient pas se retrouver dans la même organisation. Alors, à chaque fois, la tendance radicale, animée par Nietzsche, essaie de trouver un prétexte pour éloigner Joshua. Et la déclaration du chairman Ni John Fundi d'une probable sortie, parce qu'il n'est pas encore sorti, de la scène, et le cataclysme électoral qu'ils ont subi depuis 2018 jusqu'à maintenant, ont été l'aubaine pour Nietzsche et sa bande, qui, eux, ont un projet. Et c'est pour ça que vous voyez le talentueux maître Fidel Doumbessier faire de l'équilibrisme. En fait, les Nietzsche veulent faire une opération de fusion-acquisition, ou disons absorption, pour migrer vers le MRC qui est leur mouvement naturel et où ils ne pourront même pas rester. Parce que lorsque vous êtes quelqu'un qui n'aime que les extrêmes ou les extrémités, vous ne pouvez pas cohabiter avec ceux qui pensent que les choses doivent être faites au milieu. Alors, pour parler en français facile, aujourd'hui, nous sommes devant une situation qui a plusieurs raisons qu'on peut analyser ici et d'autres cachées. Parce que dans cette entreprise qu'ils ont fondée ensemble, c'est un fonds de commerce pour eux. Et c'est la raison pour laquelle Maître Payer peut faire tous les exercices de sémantique. Il se croit ici à la cour d'appel de Douala, mais il nous enfuit parce que la vérité est que tout est sur la place publique maintenant et la violence verbale avec laquelle certains s'expriment, Nietzsche, surtout son supplétif Wafo, montre que maintenant on est à un point de rupture de non-retour. Donc, moi je crois qu'aujourd'hui, on en parle parce que le SDF est dans l'histoire du Cameroun, du moins de ces 30 dernières années. C'est un parti majeur, mais qui était quand même une association de gens qui n'ont rien à faire ensemble. Et aujourd'hui, les résultats électoraux font que chacun doit trouver son chemin. Maintenant, je voudrais dire quand même à M. Noussier que l'appartenance ou la proximité avec le RDPC n'est pas une maladie honteuse. Et dans ce qui est en gestation maintenant, c'est la lutte entre le bon sens et la folie. Parce que vous ne pouvez pas dire que le RDPC ne veut pas la paix dans le Nozo. Vous prenez trop de liberté avec la réalité et le mensonge. Et vous, quand vous disiez que je sois aussi, donc je suis l'ami mais pas le porte-parole, puisque nous n'appartenons pas au même parti, qu'il disait qu'il ramènerait tout le monde du maquis. D'abord, il faut qu'il les connaisse. Ce n'est pas le cas. Mais vous, votre candidat, Maurice Kamto, professeur, comme vous l'appelez, président, comme vous l'appelez aussi, lui, il a dit que 6 mois après son élection, il n'y aurait même plus un coup de feu à Kumba. Alors, déclaration pour déclaration, il faut faire très attention. Donc, je pense aussi, je termine là-dessus, que la violence du discours qui est faite à l'égard de Joshua aussi est inacceptable. Inacceptable. Ce sont des attaques personnelles, ce sont des agressions, c'est suivi de caricatures, d'une campagne de désinformation, de dénigrement, et je pense que vraiment, ce n'est pas acceptable, et ça démontre tout simplement que il y a des gens des appellations plus ou moins contrôlées qu'il va falloir très vite écarter, qui se font appeler honorables, mais qui n'ont pas d'honneur dans l'espace public. Maître Bébé, je présume que vous regardez ça comme quelqu'un qui boit de petit lait le matin, ce qui se passe au SDF. Il a été victime de ça. Autour de la table, vous êtes peut-être le seul panéliste qui n'est pas directement impliqué dans cette... mais nous, on n'est pas dedans. Ouais, ben, je veux dire, il y a une tendance, on n'a pas d'une tendance
RDPC du SDF, une tendance MRC du SDF. Bon, le PCRN, comment vous appréciez, comment vous observez tout cela? Quelle lecture vous en faites? Qu'est-ce que ça vous inspire, ce débat interne qui finalement se retrouve sur la place publique? Oui, monsieur Dépita, nous sommes vraiment très tristes pour ce qui arrive au SDF. Mais vous savez, ce sont des problèmes internes au SDF. Nous ne voulons pas nous immiscer dans le fonctionnement interne du SDF. Nous voulons parler à titre général, comprenez, parce que ce dont nous avons besoin aujourd'hui au Cameroun, c'est de la paix et de la stabilité. Vous comprenez? Ce qui arrive au SDF est très triste. Parce que nous assistons à quoi en réalité? Le titre tel que vous l'avez énoncé en dit long. C'est-à-dire nous sommes dans une atmosphère de fin de règne. Et en cela, il se rapproche un peu d'avec ce qui se passe au RDPC. Ah bon? Vous comprenez? Où nous sommes en fin de règne. Et vous voyez d'ailleurs que la révolution au RDPC commence à manger ses enfants avec les gens du régime qui arrêtent leurs propres amis et les emprisonnent, même si c'est pour de courtes durées. Vous suivez mon regard. Bébé. Tu as refusé d'officier un mariage dernièrement parce que les mariés étaient en retard de 30 minutes. Alors, Quel savoir? Non, c'est pour dire qu'il a aussi ses problèmes. Non. C'était 2 heures, pas 30 minutes. Monsieur le maire. 2 heures. Donc, et en cela, le MRC vit pratiquement la même chose. Avec tout ce qu'ils ont connu après le refus de participer aux élections. Avec la fuite de certains cadres tels que N'Djamène, la mise à l'écart de certains autres tels que ma distinguée consoeur Ndoki et bien d'autres. Comprenez? Le PCRN aussi. Hein. Nous sommes très tristes. Le maire adjoint même si aujourd'hui, au PCRN, nous connaissons un calme. Nous sommes sereins et tout se passe très bien. Nous ne pouvons pas nous réjouir de ce qui se passe chez nos voisins. Parce que dans l'opposition, nous avons besoin des partis d'opposition forts pour que nous puissions former une dynamique pour opposer une réplique cinglante aux partis au pouvoir. Vous comprenez? C'est pour ça que je ne peux pas me réjouir de ce qui se passe dans les autres partis. Voilà, c'est tout ce que je peux dire et souhaiter vivement que la paix et la réconciliation reviennent et que les esprits se calment. Maître Payet, quel est le risque en termes de conséquences que peuvent entraîner ces disputes-là? Je veux dire, au sein du SDF, clairement, il y a comme, je veux dire, nous qui sommes de l'extérieur, hein, il y a véritablement comme 2 camps. 2 camps qui s'observent, ils ne s'observent même plus puisque les balles sont tirées. Comment vous, de l'intérieur, peut-on dire que le SDF est véritablement divisé aujourd'hui? Le SDF est à la croisée des chemins. Le prochain NEC devra-t-il... parce que d'aucuns pensaient d'ailleurs que je veux dire, on parcourt les réseaux sociaux, certains pensent qu'avec éventuellement le départ de Frondi, ce serait également la fin du SDF, quand on regarde l'héritage qui commence à se déchirer comme ça sur la place publique. Non, on saurait le dire. Le SDF n'est pas Frondi. Le SDF n'est pas Nietzsche, le SDF n'est pas aussi. Les hommes passent, mais le parti reste. Donc c'est une évidence. Le chairman, bien sûr, c'est l'homme qui a tenu ce parti pour beaucoup de temps. Certains cadres du SDF sont partis. Le SDF existe, continue à exister. Après Frondi. Frondi même à peine a eu l'annonce juste qu'il ne sera plus candidat. Et voilà, il y a ces tendances qui sont là. Les tendances ne veulent pas dire que c'est la déchirure totale. Nous étions honnêtes, nous parlons quand on se regarde. Ce qui est plus animé, c'est quand on sort du nègre, même certains sont en train de parler au-delà de ce qu'ils connaissent. C'est-à-dire, il y en a qui ont peut-être une intention malveillante de voir ce parti disparaître et qui sont infiltrés. Il y a des infiltrés dans tout parti. Quand nous parlons, ce n'est pas toujours tel que le monsieur avec qui on m'a parlé tout à l'heure. Tout parti politique. Entre Joshua aussi et Nietzsche, qui fait partie des infiltrés? Je ne peux pas citer qui est infiltré, chacun se comprend. D'accord, je vous laisse poursuivre. Parce que d'abord, c'est tel que tout parti politique, et tout parti politique dynamique, ne saurait regarder dans la même direction. Il y a toujours des tendances qui s'élèvent, et tout cela, si c'est bien exploité... Voilà, mais Sangati, parfois, pose des problèmes sérieux au RDPC. Ils sont nombreux dans tous les partis, que ce soit au MRC, que ce soit au PCR.
Ça arrive, tout parti dynamique a toujours de temps en temps ce genre de mouvement qui peuvent animer. Et ce qui est là, c'est que on doit tirer avantage. C'est-à-dire, ce n'est pas la fin du monde comme les gens sont en train de crier. Le SDF n'est pas. Le SDF est plutôt en train de prendre assez d'énergie. Parce que ces jours, vous constatez vous-même. On a à un certain moment dit ce parti, même certains l'ont égorgé depuis et l'ont enterré. Mais ce parti est là aujourd'hui. Certains sont partis et sont en train de retourner. Le SDF se porte très bien. Et je crois, non, Elim Bilobé, c'est toujours, il a toujours. Mais ne prenez pas des exemples isolés. Ça, c'est un cas isolé. Certains sont allés, même certains s'en vont. Ils ne reviennent pas parce qu'étant à une certaine dimension, ils ont honte de revenir, mais ils sont avec nous. Ce qui est là dans le SDF, je dis, le SDF n'a pas de problème majeur. Certains parlent de 2 personnes. Le temps des vraies élections arriveront, vous verrez qu'il n'y aura pas seulement 2 candidats, il y aura même un peu plus. Peut-être 5 à 6 candidats. Et ça va se dérouler avec les délégués qui vont voter. On trouvera quelqu'un de sérieux qui va remplacer Froundi, qui a pris la peine, étant fatigué. Il n'a pas voulu résister comme certains au Cameroun, qui jusqu'à 90 ans continue à gérer. Il a commencé déjà avec, en 2018, de dire qu'il laisse la place pour les élections présidentielles à quelqu'un de vigoureux. Il l'a fait. C'est un exemple que beaucoup de partis devraient suivre. Donc Froundi est là, il l'a dit, et c'est un patriarche. Il est en train de contrôler tout cela. Vous voyez quand ils sont en train de discuter, est-ce que vous voyez Froundi se prononcer? Froundi ne se prononce pas jusqu'à l'heure actuelle, mais il arbitre ce jeu et il saura quand parler. Je crois, je vous dis, j'étais honnête. Il a dit, quand vous parlez de ces élections, vous croyez que je ne voterai pas? Je voterai d'un côté. Donc laissez le patriarche gérer sa troupe. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas d'heure dans la maison SDF. Emmanuel Com, quelles peuvent être les conséquences de ce qu'on observe là? D'abord, je pense que Maître Payer ne veut pas aborder la question. Il est membre du NEC ou je ne sais pas quoi. Mais nous avons l'obligation de renseigner, au moins pour le peu que nous connaissons, le téléspectateur. Traditionnellement, originellement, le SDF est composé de 3, était composé, puisqu'il est en voie de composition avancée. Non, il n'y a pas de décomposition. Le SDF était composé de 3 grandes... S'il te plaît, maître, avec tout le respect que je te dois, le SDF avait 3 grandes tendances. Vous comprenez? Joshua le réaliste, qui était un peu plus ouvert, socialiste, mais ouvert. Une tendance de Bamenda, pure et dure, qui était incarnée par le regretté Mbanda et tous les autres, dont un qui s'est exilé volontairement. Et la 3e tendance, qui est le projet toujours caressé par Nietzsche. Moi, je vais vous le dire aujourd'hui, en Mondiovision, Nietzsche rêve de créer un grand parti de l'Ouest qui entraîne l'Ouest et une partie de Bamenda. Et c'est un projet presque... Vous devinez le mot que j'allais utiliser. Et donc, le choc que nous avons aujourd'hui, et qui est quand même illustratif de la décomposition avancée du SDF, c'est que même si Joshua est anglophone, ce sont 2 francophones qui se battent pour récupérer les restes qui ne sont plus rien électoralement. Vous comprenez? Et dans cette histoire, Joshua a une avance qualitative dans la mesure où il peut relever un parti et lui faire garder son statut de parti de gouvernement. Laissez-moi vous dire que le SDF est le seul parti au Cameroun qui est membre de l'Internationale socialiste. C'est pas n'importe quoi. Vous comprenez? Et Nietzsche, en fait, son projet qui n'est plus à cacher, c'est le raccordement au MRC pour créer cette espèce de parti de l'Ouest qui ira à la conquête du monde entier. Alors, là où nous sommes inquiets, et je voudrais corriger quelque chose quand même, s'il te plaît, Fidèle. On a débattu des problèmes du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. On les a débattus dans plusieurs instances. Ça a été abordé au Grand Dialogue National, dans le cadre de la loi sur la décentralisation, on le verra tout à l'heure, ça a été abordé. Si vous voulez maintenant qu'on débatte selon votre agenda, il fallait venir aux élections, les gagner et nous imposer votre agenda. Vous n'y êtes pas venu, la République a son rituel, vous allez vivre avec cela. Donc moi je pense que ce qui se passe au SDF aujourd'hui, c'est non seulement, c'est pas une lutte de succession parce que j'en connais un, je crois qu'il faut être fou pour qu'il pense un jour qu'il peut être élu, mais ce qui est en jeu actuellement, c'est la dissolution du SDF pour être absorbé par le MRC. Ce que Joshua n'accepte pas.
pas marché. Vous sentez un tel projet au niveau du Il dira pas. MRC, Maître Fidèle, et puis j'aimerais tout de suite quelles peuvent être les conséquences, puisqu'on sort de la question. Non, je voudrais commencer par répondre à Hervé en lui disant que nous étions aux élections en 2018 et que nous avons gagné. Nous avons gagné les élections présidentielles et qu'il y a eu hold-up électoral. C'est ça. Et ce n'est pas parce qu'aujourd'hui on n'en parle plus beaucoup qu'il n'y a pas eu hold-up électoral. Il y a eu On n'en parlait plus beaucoup. Vous avez tourné la page. Et je lui indique que quand le président élu, le professeur Maurice Kamto indiquait que si il était élu, si on l'avait installé dans ses fonctions de président élu, si le Conseil constitutionnel avait normalement proclamé le véritable élu qui est le professeur Maurice Kamto, c'est que 6 mois après, comme il avait promis, il n'y aurait plus de crépitement d'armes dans le Nozo. Et je voudrais également dire à Maître Bébé que si après le refus de participer aux élections législatives municipales de 2020, M. N'Djamène est parti, et c'est parce qu'il avait l'ambition seulement de devenir maire, comme tout le monde le sait. Et M. N'Djamène est arrivé au mouvement pour la Renaissance du Cameroun seulement au bout de la campagne pour l'élection présidentielle, parce qu'il voyait déjà la popularité du parti et avait l'ambition seulement de devenir maire et n'avait pas ambition d'être militant du mouvement pour la Renaissance du Cameroun. Et comme on n'est pas parti aux élections, c'était tout à fait normal qu'il parte. Et s'agissant de notre consoeur, je ne pense pas. Elle est où, je ne pense pas qu'au mouvement pour la Renaissance du Cameroun, qu'elle soit écartée. Elle n'a pas été écartée. Et jusqu'aujourd'hui, elle s'est écartée. Elle n'a pas remis sa démission. Elle reste militante du mouvement pour la Renaissance du Cameroun. Sur les conséquences par rapport à ce qui se passe au SDF. Oui, s'agissant du SDF, ce qui se passe là-bas maintenant, avec la déclaration de Honorable Nietzsche, démontre que au Cameroun, pour l'heure, nous sommes arrivés à une situation de bipolarisation de la vie politique, de la scène politique. Il y a une bipolarisation. On a d'une part le mouvement pour la Renaissance du Cameroun, qui est l'alternance, la véritable alternance, parce que le professeur Maurice Kamto a un programme de gouvernance crédible. Et d'autre part, on a le parti au pouvoir qui tient encore les rênes du pays, c'est le RDPC. Et le professeur Maurice Kamto, président élu, a toujours la main tendue à tous les Camerounais qui peuvent rejoindre le mouvement pour la Renaissance du Cameroun. Pour le combat qui s'est fixé, le combat de la Renaissance pour le changement, et y compris même ceux du RDPC qui peuvent nous rejoindre pour que nous puissions mener cette bataille. Si aujourd'hui, si on admet avec Hervé qu'il y a des compositions du SIF et qu'on peut constater que aucune décomposition, que le combat que le SIF avait mené a obtenu, a donné quelques résultats, et qu'aujourd'hui c'est un parti qui est essoufflé, il y a un nouveau souffle. Et le MRC qui à peine est en train de s'éteindre, vous voyez un peu ça? Et que si certains militants du SIF constatent, prennent acte et prennent conscience de ce qu'avec le SJF, il n'y a plus beaucoup d'espoir, ils peuvent rejoindre le mouvement pour l'instant du Cameroun. C'est un appel. Quel talent. C'est un appel. Je crois que là, oui, je vous avant que M. Bébé c'est des propos assez bizarres et abusifs. Non. On vous invite. Il parle d'une bipolarisation. Qu'est-ce que c'est la bipolarisation? Si aujourd'hui, le MRC s'intéresse à une partie, quand on parle de certains infiltrés, ça peut aller de tous côtés. Ça commence à être clair. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le SDF demeure le parti qui tient dans ce pays. Et il y en a de l'autre côté le RDPC qui a toujours un droit de regard et qui regarde le SDF.
le SDF demeure le parti le plus mieux implanté. Et c'est le parti de l'alternance. Je ne sais pas comment les gens peuvent parler d'un parti essoufflé, et surtout qu'avant, ils sont allés très vite en besoin pour dire le parti a été enterré. Et ils vont dans le cimetière du SDF et recruter les gens, les cadres, les hauts cadres. Et que ces cadres aujourd'hui ont fiché le camp au MRC. Mais vraiment, prenons le temps de réfléchir pour comprendre quel est le parti qui est essoufflé, quel est le parti qui a encore matière à vie. Donc il y a des cadres chevaux qui sont... Il y a plein qui ont... Quand ils faisaient, est parti certains candidats, certains naïfs du SDF pour y aller. Je regarde aujourd'hui, je ne peux pas les citer, ils sont nombreux. Et ils sont en route pour rentrer. C'est Saint-Germain est parti. Il est quitté de là, les autres sont là, ils pas cité. Elim Bilobé n'est pas allé là-bas. Il ne peut pas aller là-bas. Elim Bilobé, c'est un enfant du SDF. Vous ne verrez pas Elim Bilobé ni n'importe quoi sur le SDF, sur un plateau. Il a le sang SDF. Vous imaginez quand il a eu à apprendre quelqu'un du SDF, bon, je suis obligé de citer, Kounié, à partir. Je dis, mais le SDF a des potentialités. Les gens voudraient profiter pour... Vous avez fait une analyse parlant de partis où... Je n'aime pas tellement parler des tribaux, des partis tribaux. Parce que moi, je suis au SDF. Je vois le SDF un parti national, ce n'est pas un parti tribal. Mais certains voudraient tribaliser, ça les regarde. Qui s'en aille, le SDF reste. Et le SDF va fonctionner avec ceux qui ont le sang SDF. À l'oreille de mes propos, je vous ai dit, je suis pour le SDF. Je ne suis pas pour les tendances. Mais si on regarde les tendances, il y aura même au moins 6-7 tendances. Mais nous sommes pour ceux qui réfléchissent comme Frundi, qui est là. Il veut laisser un SDF fort. Mais maître, vous voulez que je peux vous faire une confidence? Vous savez ce qui a fait partir Elim Bilobé du SDF? Non, je sais un peu. C'est mon ami. Je sais un peu. C'est Jean-Michel Nietzsche, pas son comportement qui a fait Jean-Michel Nietzsche, c'est la bataille de terrain. Voilà. S'il faut gérer la région du littoral, lors des élections, vous n'avez pas matière à pouvoir battre votre adversaire. Ne démissionnez pas, préparez encore pour la prochaine fois. Voilà autant de choses qui se sont passées. Et c'est par là qu'on a commencé à dire qu'il y avait un certain tribalisme dans le SDF. Elim Bilobé, c'est un autre cas. Mais il demeure, c'est quelqu'un qui... Ça commence à venir. Je ne comprends pas le problème. Je comprends pas le problème qui s'est passé entre Elim Bilobé et Nietzsche. C'est lequel? Non, il y avait une bataille. Vous savez, c'était je ne comprends pas. C'était la région. C'était la région. Et à un certain moment, la région, faudrait-il que certains pensent quand ils sont de la région, c'est toujours eux qui doivent être. La bataille s'est menée. Et celui qui a gagné, a gagné. Ça, c'est clair. Moi, je suis du camp. Nous avons bataillé en ce moment. J'étais du camp. Je suis du camp de... parce que je demeure actuellement conseiller régional, jury régional. Nous avons bataillé contre le camp des Limbi et autres. Et nous avons gagné. Nous méritons. En un mot. Écoutez, moi, j'ai un avantage. Tout le monde sait que mes amitiés traversent les frontières classiques, sauf les radicaux. Je n'ai pas honte de dire que Fidèle Dubussi est mon ami, que Maître Bébé est mon petit frère, que Maître Paye, je tiens en estime. Je connais donc pas les confidences d'Abel et Elim Bilobé, que ce que nous voyons, qui paraissait comme une bataille politique, était une bataille tribale. C'est-à-dire? Et qu'il s'est senti à l'étroit dans cette organisation où tout était biaisé. Et le meneur de cette danse, c'était M. Nietzsche. Et donc aujourd'hui, il recommence avec Joshua, avec les mêmes techniques, l'encerclement, la désinformation, la violence verbale et l'impertinence comme il en pratique d'ailleurs vis-à-vis du pouvoir. Je voudrais vous faire savoir une chose, c'est-à-dire il faut arrêter de penser que le RDPC, c'est vous qui essayez de recruter les gens au RDPC, ça ne marche pas. Même quand il y a un parleur solitaire, on vous le laisse, parce que ça ne peut pas prospérer. Le RDPC est le seul parti national qui se trouve sur l'ensemble du territoire, suivi du SDF et peut-être demain du PCRN, puisque pour moi, le MRC, le seul moyen d'évaluer demain son implantation, c'est qu'il se présenta aux élections au moins municipales. Vous voyez, mon analyse est peut-être sommaire devant le brillant avocat. On sort de cette question avec vous, Maître Roger Bébé. Quelle peut être la conséquence de cette bataille-là au sein du SDF? Oui, la conséquence peut être pour moi l'upécisation, si c'est un néologisme, excusez-moi, du SDF. En termes de fragmentation? Tout à fait. Ça n'arrivera pas. Parce que à partir du moment où, il apparaît très clairement des exposés du représentant du SDF et du MRC,
pas démenti par le RDPC que dans la crise qui secoue actuellement le SDF, le RDPC n'est pas très loin. En quoi ça? Non, mais puisqu'on parle de tendances proches du RDPC C'est et des tendances proches... allégations. Je dis, c'est ce qu'on a dit. Le SDF est devenu une église de réveil. Et nous ne fréquentons pas cette parole. C'est une église de réveil animée par un aboyeur de Voli Est. Bon. Donc, je crains, voilà ce que je crains, la fragmentation, la balkanisation du SDF. Et je reviens à ce que j'ai dit, nous avons besoin d'un parti politique SDF fort. Fusionnaire. Fort. Nous avons besoin d'un MRC fort. Wow. Mais je voudrais dire à mon confrère Maître Djoumbissi que le MRC, loin de ce qu'il pense, n'est pas le parti de, comment dirais le parti de, il a dit parti de l'alternance. Non. Aujourd'hui, Ne nous empêche pas de dormir. aujourd'hui, vous voulez parler du parti de l'avenir, du parti qui propose une alternative crédible. Vous faites référence au PCRN. Wow. Le SDF a fait son temps. Le SDF a fait son Comme temps. le RDPC Je n'interromps pas les gens. Je le souhaite fortement. Je souhaite fortement. C'est pour ça que je prie que l'esprit de réconciliation vous atteigne. Bien sûr, Mais j'ai peur. Je pense que vous ne prenez pas la mesure du mal qui vous atteint. Je pense que vous ne prenez pas la mesure. Quand vous dites que le SDF va continuer à fonctionner, même après le départ de Froundi. Mais pourquoi pas? J'ai peur. Pas s'éterniser. J'ai peur, j'ai très peur. Donc voilà ce que je pense. Je pense qu'il y a ce risque de fragmentation du SDF et donc de fragilisation. C'est un risque ou bien on est déjà dans On y est même déjà. Donc de fragilisation de l'opposition. Et moi je pense que c'est une mécanique bien huilée d'un autre acteur politique pour... Comment il s'appelle? Bon, donc c'est une mécanique bien huilée. Non, peut-être même de gauche, on ne sait jamais. Voilà. Parce qu'avant, qu'est-ce qu'on faisait? C'est qu'on nommait, entre guillemets, des responsables politiques dans des partis politiques. Absolument. Avant. Absolument. Aujourd'hui, cette tactique est décriée. Elle est déjà connue et décriée. Maintenant, il faut passer sournoisement. Parce qu'il y a un seul acteur aujourd'hui qui a la force et les moyens, la capacité de manipuler ce champ politique-là pour déstabiliser où il veut déstabiliser. D'accord. Non. Donc, les sous-entendus sont insidieux et vicieux. Merci. Et je pense que le MRC a autant de moyens de capacité de nuisance dans la mesure où il a des trésors de guerre dont il ne justifie aucune comptabilité. Vous comprenez? C'est une affaire qui se passe entre le MRC et le SDF. Le RDPC n'a rien à voir dedans. Pas le SDF. C'est pour ça qu'il faudrait que au MRC, par exemple, parce que nous voulons une opposition forte, qu'il s'empresse rapidement. Vous comprenez? Parce que souvent on s'empresse lentement. Bon, c'est camerounais ça. Donc qu'il s'empresse par exemple de clarifier les scandales de corruption qui essayent de les éclabousser. Lesquels? Par rapport à Survie Cameroun, par exemple. Entre autres. Parce que je veux une opposition. Ah oui. Vous voulez que je le mette sur la table? Sait-on jamais. Fidèle est mon ami, je ne veux pas être désagréable. Parce que moi, je ne suis pas là dans la diabolisation. Je veux une opposition forte. Donc, essayez rapidement de clarifier ce genre de choses pour que nous ayons une opposition forte. Le fait de venir ici, excusez-moi, faire des incantations, vraiment c'est ça. Dire que c'est le parti. Vous ne pouvez pas, seul, le MRC aujourd'hui, seul, prendre le pouvoir au Cameroun par les urnes. Vous ne pourrez pas. Impossible. Le SDF, vous ne pourrez jamais seul prendre... On a eu en 92, on a battu. De 92 à 2000... Parce que vous avez fait illusion. Vous avez fait illusion. De 92... Aujourd'hui, vous êtes qu'un parti de Bamenda. Non, attention, de 92, ce n'est pas un parti régional. Oui. Même l'UDC est mieux structuré. C'est un parti national. De 92 à 2021, beaucoup de choses se sont passées. Vous comprenez? Voilà. Donc, c'est pour ça que je réitère mon propos. Il faut que nous ayons une opposition forte. Tout à fait. Les larmes. Pour sortir de là, dire à Maître Djoumbissi que la bipolarisation au Cameroun, ce n'est pas RDPC, MRC, c'est ceux qui mangent et ceux qui ne mangent pas. Wow. En un mot, puis on part de là. Oui, on passe à autre chose. Je voudrais dire à Maître Bébé que pour ce qui est de la transparence financière, le mouvement pour la naissance du Cameroun est le premier parti à donner l'exemple. Parce que
si nous avons commis un audit pour ce qui est de la collecte concernant les fonds de survie, parce qu'il y a cette volonté de transparence. Et je voulais lui renvoyer la balle en lui indiquant que son leader, autrefois lors de la campagne élection présidentielle, quand on lui demandait de rendre compte des collectes qu'il avait fait, il avait dit qu'il ne veut plus entendre parler. Non, parce qu'il l'avait déjà fait auparavant, attention. Parce qu'il l'avait déjà fait. Je veux vous indiquer qu'au mouvement pour la renaissance du Cameroun, il y a un souci. Il y a un souci de transparence. Et dans les jours à venir, la vérité sera dite sur tout ce qui s'est passé avec Survie. Et le professeur Maurice Kamto, président élu, a fait la promesse ferme, a fait la promesse de ce que la vérité sera dite et qu'il y aura tous les éclaircissements pour ce qui est de la gestion de fonds survie. Maître Djoubissi est un brillant avocat. Très brillant. D'accord. Et en tant que juriste, je ne comprends pas ce formatage-là qui fait que près de 3 ans après l'élection présidentielle, on continue de parler de président élu. Même si le professeur Maurice Kamto a gagné l'élection, je le lui conseille, pour les besoins de la démonstration. Je suis dans un cadre politique. Oui, mais je suis dans un cadre politique, je ne suis pas dans le cadre juridique. Vous ne pouvez plus continuer à dire ça aujourd'hui, 4 ans après l'élection présidentielle. Même si 10 ans sont passés, on ne peut pas oublier qu'il y a eu hold-up électoral. Le juriste a-t-il cédé la place aux politiques, pour reprendre un peu l'autre? Oui, ça c'est un formatage. Oui, et je ne le connais pas, Maître Djoubissi dedans. Il faut connaître que la politique a ses règles, a ses lois et qui sont au-delà des lois. Qui tuent les lois de. Qui sont au-delà des lois, des règles bon juridiques. Sens. Qui sont au-delà des règles juridiques. Ah bon? Oui. Donc vous les normes de la politique. Vous prenez beaucoup de liberté avec le bon sens. Oui. Vous voulez nous faire croire que vous avez une république artificielle avec votre organisation sectaire. Non, non. Monsieur Dipita, ce sont vos mots, mais... Ok, je retire mon mot. Merci. Mais je continue. D'accord, allez-y. Je vais apprendre, lorsque je viens ici, que monsieur Dipita m'envoie une liste de mots que je peux utiliser. Oui, pas sectaire dans tous les cas. Je vais dire, non, sectaire en ceci, qu'il refuse ce qui relève du bon sens commun camerounais. Ça dit qu'ils sont enfermés dans Ils se sont enfermés dans une bulle, et c'était ça le sens de mon mot. C'est-à-dire que la République fonctionne, et eux, ils sont dans une espèce de paroisse où leur évangile, l'évangile se réduit à... Nous ne sommes pas dans une bulle. Même dans une église de je voudrais dire à Hervé que quand nous appelons, quand nous disons que le professeur Maurice Kamto est président élu, nous ne disons pas qu'il est président en fonction. Le président en fonction et le président illégitime, c'est M. Bia. Ah bon. Juste un jeu de mots, d'accord, finalement. Transition et puis on passe au prochain thème. Alors je voudrais préciser que l'enjeu n'est pas forcément de revenir sur tout ce qui a déjà été dit sur la crise au nord-ouest, au sud-ouest, puisqu'on en a parlé depuis pratiquement 4 ans, même si on peut revenir là-dessus. Mais c'est davantage de se focaliser sur le comportement du Parlement, ou alors précisément des députés, parce que c'est davantage eux qui sont mis en exergue ici. La question est de savoir d'ailleurs, ils sont en session. Tout à fait. Et la question est donc de savoir si finalement ce Parlement va-t-il se saisir de la question du nord-ouest, sud-ouest. Hervé parlait tout à l'heure du grand dialogue national, des autres cadres de débat qui ont été déjà mis en place. Mais j'ai failli répondre, et je vous laisse la parole, Hervé, pour dire que ces cadres, c'est bien, mais ce n'est pas forcément l'instance législative. Je veux dire que, et pour l'essentiel, ils ont été mis en place par l'exécutif. Ne pensez-vous pas que c'est le moment pour les députés de s'exprimer officiellement dans leur cadre constitutionnellement consacré aux problèmes sécuritaires dans ces 2 régions? Bon, alors, il faudrait qu'on se comprenne. D'accord. Lorsque vous dites qu'on n'a pas encore parlé de la situation du nord-ouest et sud-ouest, à l'Assemblée nationale, c'est inexact. D'accord. C'est inexact parce qu'il y a eu des moments de la vie même de l'Assemblée nationale où c'était le grand sujet, même si c'est dans le bois. Mais l'Assemblée nationale, c'est un nombre de règles de fonctionnement qui procèdent d'abord parce que il n'est pas dans l'intention du gouvernement de faire des lois costumes sur mesure pour une région parce qu'il y a eu quelques mouvements là-bas. Et donc, le problème du nord-ouest, sud-ouest
a été abordé dans un cadre plus global, national, c'est-à-dire, par exemple, la loi sur la décentralisation. J'avoue, quand vous disiez que c'était inexact, je m'attendais à ce que vous donniez, par exemple, un exemple de débat. Je vais y arriver. D'accord. Je vais y arriver. Ok. Je vais y arriver. Donc, je dis, par exemple, le débat sur la décentralisation. Il y a eu des parlementaires qui ont poussé jusqu'à arriver au point extrême de ce débat, c'est-à-dire en demandant un statut particulier pour le nord-ouest et le sud-ouest. Cette question abordée. Lorsque nous allons au grand dialogue national, c'était une question majeure qui a été abordée. Et tous les jours, il y a eu des expressions. D'ailleurs, un des problèmes que le SDF rencontre, parce qu'il a un lien avec cette question, c'est l'ambivalence de son discours, le fait qu'il n'a pas une expression claire sur cette affaire nord-ouest-sud-ouest. Il a été un moment sécessionniste et avec Nietzsche, par moment il est fédéraliste, par moment il a... bon, donc c'est quelque chose qui évolue dans leur environnement comme une pieuvre. Et donc aujourd'hui, dit que le Parlement n'a pas encore abordé, mais le Parlement ne peut, si c'était la volonté majoritaire, et ce n'est pas le cas, se sentir n'avoir pas abordé s'il avait l'intention de légiférer en prenant des lois spécifiques à cette question. Mais nous avons des lois globales telles que les nouvelles collectivités territoriales. Il faut évoluer dans ce cadre-là. Donc, revenir... Et puis, il y a un vocabulaire ici. Je voudrais quand même contester le fait que vous disiez qu'il y a la guerre dans le Nord et Sud. Ce n'est pas la guerre. Bon, je retire, je dis qu'au sens sécuritaire. Voilà, merci beaucoup. Peut-être parce que la guerre a un sens au sens militaire. Si les avocats pensent que le fait qu'il y ait 2 coups de feu à Mambanda, c'est la guerre, c'est leur problème. Mais la guerre, c'est une situation militaire qui oppose une armée contre une autre. Une occupation du territoire, ce n'est plus le cas. Et je peux vous dire, vraiment, je m'excuse pour les oreilles qui n'aiment pas entendre des voix dissidentes par rapport à leur enthousiasme, les sécessionnistes sont vaincus militairement. Et quand j'ai fini de le dire, ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien à faire. Donc aujourd'hui, la meilleure façon d'aborder cette question, c'est de voir quelle est la situation du DDR, quelles sont les situations des programmes de reconstruction et comment se comporte la décentralisation sur le terrain avec les particularismes qu'on a accordés à ces régions. Et là, c'est du réalisme. Mais quand vous voulez nous tirer en arrière tout le temps, parce que monsieur machin ou quoi veut tenir un discours à usage interne à son parti politique pour avoir de la clientèle, excusez-moi, je voudrais qu'on me dise qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans cette situation. Maître Payeur, la question au Parlement. Oui, mais je suis surpris quand Hervé parle de la mise sur la table du Parlement à un certain moment de la question anglophone. Ah, je ne vois pas cela. Quand vous avez posé la question, il fallait qu'il nous dise exactement à quel moment ce sujet a été débattu. Ce n'est pas au travers des lois de la décentralisation, ce sont des petits aspects qui sont là. Ce qui se passe, c'est tel que... c'est tel que le SDF, connaissant parfaitement ce problème, nord-ouest, sud-ouest, a pu poser ce problème, a pu inviter, fait la proposition qu'on puisse débattre de ce problème. Pourquoi pas mettre une enquête, une commission d'enquête pour aller sur le terrain? Mais comme la majorité des députés sont RDPC, à tout moment, vous vous souvenez, il y a de cela quelques années, nos parlementaires sont allés jusqu'à ériger, jusqu'à troubler une séance de l'Assemblée. Voilà. Il fallait le faire parce qu'à un certain moment, quand on peut imposer, on peut demander que une question aussi cruciale que l'insécurité dans le nord-ouest, sud-ouest soit débattue. Les gens jouent, les têtes tombent. C'est une sémantique de dire qu'il n'y a pas de guerre, il y a une guerre. Oh, maître. Il y a une guerre qui se déroule. Qu'est-ce que la guerre? Ce n'est pas toujours entre 2 troupes régulières. Jusqu'à aujourd'hui, quelle est cette résistance? Ça en fait pas long, vous savez combien de chefs on a assassinés là-bas à Lébialem. On regarde un peu ces sommités. Combien de fois pour le pauvre petit vendeur d'arachides et tout consort qu'on peut assassiner à tout le monde sans que ça fasse bruit. Donc c'est une situation assez grave. Quand aujourd'hui on dit les parlementaires, et je loue, c'est une façon même de louer, l'acte posé par aussi. Parce qu'à un certain moment,
quand vous voyez cette situation qui est aussi déplorable, on se dit, si même la solution vient de n'importe qui, et c'est la raison pour laquelle le SDF est même allé au grand dialogue. Ça dit, il faut quelque chose où on croyait qu'en passant par là, on pouvait rassembler ces anglophones, leur parler, et que ça cesse, que les armes cessent de crépiter, et que les Camerounais ne soient plus assassinés. Et parce que ce qu'on voit, perte en vie, perte en moyens financiers, c'est horrible. Donc, quand aussi prend la peine, c'est pourquoi quand on est aujourd'hui en train de dire, aussi Dieu, c'est comme s'il avait égorgé un être humain, alors que c'est de bonne foi qu'il a posé cet acte. Et ce n'est pas lui seul, ils sont 3 députés SDF. Pourquoi ce n'est que aussi? Et le député camerounais, c'est le député de la nation. Quand il pose cet acte, si à un certain moment, certains parlementaires du RDPC qui avaient refusé reviennent aujourd'hui à de bons sentiments, on dit souvent, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas. Ils peuvent voir la situation criarde dans le nozo, reviennent à de bons sentiments aujourd'hui. Et disent, ils sont 59 et 3 députés SDF. Ils disent, on peut interpeller aussi ces gens pour leur dire les financiers. Parce qu'on a voulu, on extrapole toujours les choses dans ce pays. La pétition n'était pas pour qu'on ramène les Camerounais qui sont sortis d'une manière à pouvoir se refuser, s'exiler. Mais c'est de pouvoir penser à certains financiers avec la criminalité transfrontalière. Ça peut se jouer. Et ça peut freiner que les financements qui vont là-bas, parce que nous ne sommes pas au SDF, c'est vrai, il avait fait certaines tendances qui sont là pour aller vers la basse, qui ont pu dire à un certain moment... Il faut donner les noms. Moi, je non, je ne suis... C'est vous qui connaissez. Allez, pour moi, je suis dans le SDF. Et je dis le SDF, donc, n'est pas pour cette sale guerre. Et certains qui peuvent dire qu'ils font des cotisations pour financer et viennent dire qu'il faut arrêter, c'est honteux. Nous sommes là pour dire que cette guerre cesse et que si on peut couper les sources là où le financement sort. Ces égards qui sont en brousse et qui sont souvent ravitaillés. C'est ce qui justifie donc la signature voilà l'un des motifs très bien fondés que le Camerounais qui voudrait la paix dans ce pays devrait applaudir au lieu d'aller chercher la tête de aussi sur la guillotine. C'est de bonne foi qu'il a posé cet acte. Mais sont tes amis qui et il a pu le faire. Hein, c'est pas nous. Bon, non, ça... Là, vous répondez à Jean-Michel Nithieu. Non, attention, je n'ai personne. Et quelle a été la résolution du NEC? La résolution du NEC a été quoi? La résolution du NEC a été... Vous avez dit tout à l'heure que... Oui, oui, bien sûr, je vous dis, sur ce point. Et on lui a demandé de retirer sa signature. Non, retirer même une signature, c'est juste une façon de parler. On lui a dit, faites un effort, comprenez. On fait un effort, faites un effort comme vous avez commencé. De tout faire, faites tout pour que la question anglophone soit mise sur la table. Et si vous voyez aujourd'hui, vous croyez que si cette question est débattue comme ça se dit là, parce que dans les discours des chefs de ces chambres, ça commence déjà dans les discours, ça transparaît que ça peut être possible que la question soit débattue. Et si la question est débattue, c'est en l'honneur de tous les Camerounais et qui aura fait mal. Si la question est débattue au Parlement, est-ce qu'on trouvera solution là-bas? C'est déjà un début. C'est déjà un début. Pourquoi on refuse de débattre depuis? C'est un début. Mais Debé, vous avez, je crois, 5 députés. Ah, c'est la guerre civile que vous le PCRN a 5 députés. Je dis même de façon symbolique, c'est vrai, c'est loin d'être la majorité. Est-ce que vous n'entendez pas poser la question en débat, même informel, comme ça, au sein des commissions déjà, pour voir si ça ne peut pas venir à la plénière? Vous, quelle est la réaction que vous avez de voir que le Parlement, jusqu'à présent, ne s'est pas encore véritablement saisi dans les débats, donc dans le fonctionnement institutionnel de l'Assemblée ou alors du Sénat? C'est-à-dire que vous demandez au PCRN de faire du théâtre. Au moins de sortir sa voix. Oui, je comprends. Dans le débat. Ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que mon propos peut s'articuler en 2 points. D'accord. Tout d'abord, est-ce que le Parlement ou l'Assemblée peut inscrire ce point à l'ordre du jour? Non. Voilà quelqu'un qui est proche de la majorité. De la majorité. Je suis dans la majorité. Voilà, il est dans la majorité. Voilà, il vous dit non. Bon. Je ne sais pas si ce non, c'est un non par rapport à la volonté. Non, ce n'est pas un refus, mais dans les procédures. Dans les procédures. Mais allons même plus loin, et je sais que ça ne va pas déplaire à mon grand frère. Est-ce que l'Assemblée nationale maîtrise son ordre du jour?
Non. Donc l'Assemblée nationale ne peut pas décider d'inscrire un point à l'ordre du jour. Parce que son ordre du jour... Vous donnez raison à ceux qui pensent que c'est une chambre. Non, je ne donne pas raison, c'est la réalité. Rien à dire. C'est la réalité. Et là, il faut questionner même la réalité de la séparation de pouvoir au Cameroun. Et dans beaucoup de pouvoirs, dans beaucoup de pays en Afrique. C'est une réalité. Vous comprenez? Ça, c'est incontestable. Est-ce que vous imaginez que, et ça, je le tiens d'un ami client qui est sénateur, même quand on vous parle des questions aux membres du gouvernement, vous ne pouvez pas vous improviser candidat à poser une question. C'est la discipline des partis. Vous comprenez? C'est-à-dire que, je ne sais pas, moi, je vous dis tel que cela m'a été relaté. Vous êtes assis à l'hémicycle le matin, et puis vous voyez un huissier ou un vaguemesse arriver avec quelques chemises sous les selles. Il arrive devant vous, il pose une chemise. Alors tout le monde se rend donc compte que vous allez poser une question. C'est-à-dire que une seconde avant, vous ne savez pas que vous allez poser une question. C'est un peu caricatural. Oui, je dis ce qui m'a fait exprès. Je dis ce qui m'a été rapporté. Vous comprenez? Pas un sénateur RDPC? Oui. Puisque vous n'en avez pas. Oui. Tu as de très bonnes fréquentations, mais ce n'est pas exact. Oui, RDPC. Et puis, regardez autre chose. Quand vous posez une question aux membres du gouvernement, il vient, il lit sa réponse, et puis il s'en va. Il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de débat. Là, ça dépend. Comprenez? Non, je dis dans l'ensemble. Il y a des séances de questions orales. Oui. On débat en commission. Il y a dans l'ensemble. Voilà, en plénier, voilà comment ça se passe. Donc, de ce point de vue, je dis non, la question ne peut pas être inscrite. Le deuxième niveau de lecture, c'est lequel? C'est que, à supposer que la question soit inscrite, ce serait pour quel résultat? Puisque qu'est-ce qu'on veut résoudre? La crise dite anglophone. Et la résolution de cette crise implique tous les acteurs. C'est-à-dire le régime en place, les partis d'opposition, la société civile, les sécessionnistes, les fédéralistes, tout le monde. Les églises, tout le monde. Tout le monde, les églises. Or, à l'Assemblée nationale, il n'y a que les députés. Et il n'y a que les députés majoritairement du RDPC. Pas la volonté du peuple souverain. Oui. Non, il faut ajouter je suis juriste, je suis légaliste. Ah, d'accord. Vous avez gagné les élections, je suis juriste. Ah, merci. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'après tout ce qui s'est passé, ils ont gagné, ils ont la majorité. On ne peut pas le nier. Donc je dis que il n'y a que, on peut donc caricaturer en disant qu'à l'Assemblée nationale, il y a le RDPC. Le RDPC va donc discuter à l'Assemblée nationale de ce problème dit anglophone. Avec qui? Avec qui? Vous avez les sécessionnistes qui sont dans la brousse. Vous en avez qui sont aux États-Unis, en Europe, partout en Allemagne. Ce n'est pas déjà le dialogue, hein. Ça c'est autre chose. Donc, ça débattre, comprendre qu'est-ce qui se passe dans la zone et pouvoir mettre des commissions. Mais c'est fait tous les jours, mais c'est incroyable. Mais on sait ce qui se passe. L'excès ne nuit pas, l'excès ne nuit pas. On sait ce qui se passe. À la limite, à la limite, ce que M. Pahir dit, je ne peux pas le rejeter entièrement, après avoir dit ce que j'ai dit, après avoir pris mes distances par rapport à l'inscription de ce problème à l'ordre du jour de l'Assemblée. Bon, maintenant, on pourrait penser, pour ne pas écarter totalement ce qu'il dit, on pourrait penser que l'Assemblée nationale pourrait se réunir et je ne sais pas si c'est dans le cadre du vote des lois ou si c'est dans le cadre du contrôle de l'action du gouvernement pour dire, bon voilà, qu'est-ce qui se passe au NOZO, est-ce que nous allons... Voilà, peut-être, mais est-ce que le résultat escompté sera atteint? C'est non. D'accord. C'est un début de Maître Ndiomessi, sur la saisine de l'Assemblée ou du Parlement par rapport à la crise dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Oui, inscrit à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale en session en cours, la question du NOZO, je ne pense pas que ce soit opportun. Et au début de la crise, quand honorable Joseph Wiba le réclamait, c'était opportun. Voilà. C'était opportun à ce moment. Mais au niveau où la crise est rendue aujourd'hui, il me paraît plus opportun de parler d'inscription de la question à l'ordre du jour de l'Assemblée. Et je pense que, comme venait de dire Maître Bébé, c'est-à-dire le Parlement
a pour mission le vote des lois et le contrôle de l'action gouvernementale. Aujourd'hui, pour la résolution de la crise anglophone, on n'a plus besoin de débat. De débats au sein de l'Assemblée. Donc on a besoin des décisions. Des décisions, des actes forts. Des actes forts. C'est ça qu'on a besoin aujourd'hui. Et ces décisions doivent venir de ce que le professeur Maurice Kamto, président élu, a dans sa déclaration du 17 mai 2019, pendant qu'il était encore en détention illégale, indiqué que pour le moment, on a besoin d'un dialogue politique. Il faut un dialogue politique. Donc, une négociation politique. Et la négociation politique consiste à faire quoi? Consiste à rencontrer, à rassembler tous les parties prenantes, comme Maître Bébé l'a si bien relevé. Il faut que tous les parties prenantes soient rassemblées. Et tout le monde parle de dialogue inclusif. Donc, le grand dialogue qui s'est tenu dans des plaies à Hervé, qui s'est tenu à Yaoundé et qui s'est soldé par un échec cuisant. Puisque même si, oui, et Hervé se gargarise ici a dit que ils ont vaincu militairement puisque leur option est militaire. Mais ça m'étonne parce que sur le terrain, les gens continuent à se battre. Et là, c'est du terrorisme. Oui, les gens continuent à se battre et il y a les éléments de nos forces de l'ordre qui continuent à tomber et les civils qui subissent les dégâts collatéraux. Non, cette guerre n'est pas terminée, Hervé. Vous ne l'avez pas gagnée. La guerre est encore là. Donc, il faut revenir à la négociation politique. Et avant d'y arriver, le président Maurice Kamto, dans sa déclaration de novembre 2018, indiquait bien qu'il faut d'abord un cessez-le-feu. Il faut un cessez-le-feu. Il faut que l'armée et le BI rentrent en caserne et que les insurgés soient cantonnés. Et là, également, l'autre préalable, c'est la libération des prisonniers politiques dans cette guerre. Et également, les prisonniers du mouvement pour la Renaissance du Cameroun qui, tous les temps, ont toujours revendiqué la résolution de cette crise. Et pour résoudre cette crise, je voudrais également préciser que la crise anglophone est non détachable de la réforme du système électoral. Donc, les deux sont mis ensemble. Parce que dans le nord-ouest et le sud-ouest, s'il y a la contestation, c'est aussi par rapport au gouvernant. Souvenez-vous de notre concitoyen Mancho Bibixi, qui est en prison, qui avait porté sur sa tête le cercueil pour aller chez le délégué du gouvernement de l'époque pour réclamer l'amélioration des conditions de vie. Donc, même quand la crise anglophone sera résolue, il faudrait qu'il y ait un système électoral qui permette à tous les Camerounais de choisir les dirigeants qu'ils souhaitent. Donc, les deux sont liés et il faut qu'il y ait un dialogue inclusif pour régler cela. Et je voudrais également indiqué que dans les propositions du professeur Maurice Kamto, président élu, il a indiqué de mettre en place une commission composée d'anglophones et de francophones, de trentaine de membres, et avec pour président un anglophone et un vice-président francophone, et avec l'assistance des pays amis comme la France, la Grande-Bretagne, l'Allemagne et autres. Et il y a d'autres puissances qui ont offert leur office pour la médiation. Voilà les pistes qui sont indiquées pour régler cette crise. Il y a la proposition de la médiation suisse. Il y a la proposition de la médiation du Vatican. Non, on peut régler cette crise par un dialogue inclusif. D'accord. Donc on n'a pas besoin, si ça doit aller à l'Assemblée, il faut que ça aille à l'Assemblée pour voter des lois. Comme Hervé a dit, de leur manière de voir, ils ont envoyé le code des collectivités territoriales décentralisées dans lequel ils ont pensé régler par un statut particulier qui est vide de contenu. Si la question anglophone doit aller à l'Assemblée, il faut que ça aille peut-être
pour l'amnistie générale, pour ceux qui sont impliqués dans cette guerre. Là, le Parlement a la compétence, comme a dit Bébé, de voter. Peut voter la loi pour l'amnistie générale. Également, le Parlement peut modifier la Constitution, comme ils ont l'habitude de modifier la Constitution par le Parlement, sans passer par le référendum. Ils peuvent loisiblement, comme ils ont l'habitude de faire, de mettre un projet de loi à l'Assemblée pour qu'on revise la Constitution, on passe de l'État unitaire décentralisé à l'État fédéral. Hervé Emmanuel, comment vous voulez réagir? Oui, non, mais je pense que nous avons les uns les autres fait la démonstration du fait que... le Parlement est dépassé sur la question. Non, pas du tout. Je ne me permettrai pas une telle insolence. Ah, moi, j'ai le parti pris de penser que le Parlement a abordé cette question, et Maître Bébé l'a démontré tout à l'heure, même si c'était pour un autre objectif, que les règles de fonctionnement de l'institution parlementaire et tout font que le Parlement en a parlé et allé jusqu'à la limite de la frontière du périmètre de ses pouvoirs. Mais la démonstration qui est faite autour de cette table ce soir, c'est ce que nous prévenons. C'est-à-dire que la question dite, la situation sécuritaire dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest est devenue un fonds de commerce politique à des partis qui sont en panne de programme. Vous comprenez? Chacun donne, là, il fait dans le tricotage, des costumes sur mesure. Il y en a qui disent que par un coup de baguette magique, ils peuvent arrêter cette question. Cette question, souvenez-vous, et ils sont autour de cette table, a commencé avec les enseignants, les étudiants, puis les avocats, et puis quoi d'autre, le tout venant. Et après, ça a migré sous d'autres formes. On dit dialogue, c'est-à-dire se parler, n'est-ce pas? Et vous voulez vous parler avec qui? Si vous connaissez ceux qui sont derrière ces entrepreneurs du terrorisme, mais donnez leur nom. Mais pourquoi bon, s'il te plaît, je t'ai pas permis la tenue de All Anglophone Conference? On va arriver là. On va arriver là. L'objectif de ce dialogue, quand tu parles d'un dialogue inclusif, on est d'accord, mais ce n'est pas d'ouvrir la porte au saucissonnage de l'unité nationale. Vous comprenez? Moi, je suis très embêté lorsque dans un débat, la question qui est posée ou qui peut être posée est réduite simplement à une catégorie, même si c'est linguistique ou communautaire. Ça devient une attaque à l'unité nationale. Bon, quand on a fini de dire, je ne dis pas qu'il n'y a aucun problème, mais la densité de ce qu'on veut présenter ici n'est pas exacte. Ce problème va se résoudre. Il a pris du temps, et Maître Payet disait tout à l'heure, il nous a anémiés en capacité financière, en capacité d'unité nationale, mais nous avons vécu. Je vous donne un dernier événement. Vous allez dire que je tire la couverture de mon côté. Tout le monde nous a dit qu'il n'y aura pas le Chan, que c'est impossible. Et on nous a promis Golgotha, sinon la Moukata, dans le sud-ouest. Quand les malheurs du résultat de l'équipe du Cameroun, toi qui es un très grand spécialiste du sport, eh bien l'équipe du Cameroun est allée jouer en nocturne dans le sud-ouest, il est revenu, et tout le monde était heureux. J'ai vu d'ailleurs votre excellent confrère, maître, comment il s'appelle? Assira? Non, le jeune avocat du sud-ouest qui a été victime de l'agression. Congo. Abobala était avec le maillot de l'équipe du Cameroun au stade. Ça, ce sont les images qui restent. Ça veut donc dire qu'aujourd'hui, ceux qui entretiennent la permanence de certains foyers de terrorisme le font plus pour des objectifs politiques en croyant que ça nous embête, mais ils ne le font pas parce qu'on ne peut pas résoudre ce problème en voie de résolution. Maître Payet, alors quelle peut être la partition donc du Parlement aujourd'hui, notamment au cours de cette session? Je veux dire que tout le monde, même de façon symbolique, on aimerait bien qu'il y ait quelque chose qui soit mis en branle pour que et également qu'ils apportent leur pas de danse à la cadence. Oui, normalement que le Parlement, quand je vois certains copains se dire qu'on n'a plus rien à faire avec le Parlement. Il y a eu dialogue et on continue à dire qu'il y aura dialogue inclusif et tout consort. Donc aussi, parce que quand l'Union européenne a pu à un certain moment parler un peu de mener une enquête, j'ai vu la force de nos parlementaires RDPC. C'était de dire que quand ils affirment certaines choses, ils ne connaissent pas la vérité. Mais eux, ici au Cameroun, qu'est-ce qu'ils ont fait? Parce qu'il faut toujours, à un certain moment, à ce niveau,
aller sur le terrain, mener des enquêtes. Pourquoi ne pas essayer de faciliter? Parce que toujours est-il, quelque chose se passe. Le système en place a empêché aux anglophones de se voir, de se parler entre eux. Et ils connaissent ces affaires entre eux sur le terrain. Certains moments, on a voulu dire que le SDF, c'était un parti sécessionniste, c'était un parti ambazonien, non? Vous voyez ce qui se passe avec le SDF. Le SDF est plus haï que le RDPC qui est sur le terrain. Vous voyez aujourd'hui, quand monsieur avait comme dit, ils ont la majorité obèse. Et avec les deux zones nord-ouest, sud-ouest, leurs élus étaient plus encadrés que les élus SDF qui ont été sauvagement assassinés, sauvagement brutalisés. Et tout ce qui se passe quand les parlementaires à leur niveau peuvent bien se parler, parce que tout le nord-ouest, sud-ouest, en dehors de quelques 7 sénateurs SDF, le reste, c'est le RDPC. Et le RDPC, non, comprenons-nous, ça dépend. Quels sont ceux qui ont voté dans le nord-ouest et le sud-ouest? Ce sont pour la plupart parfois des militaires et parfois on a intimidé beaucoup de gens qui étaient pour l'opposition. C'est caricatural. Non, ce n'est pas caricatural. Parlons de vérité, c'est notre pays. Et aujourd'hui, même quand on dit toujours que cette solution viendra du RDPC, quand on va dans cette zone, tous les administrateurs, ce sont les RDPcistes, les élus RDPcistes. On se pose la question, à ce niveau, quand au niveau du Parlement, ils peuvent bien faire certaines recommandations. Pourquoi pas envoyer une équipe sur le terrain pour enquêter, parler aux administrateurs du système qui sont en place, RDPC, qu'ils essaient de coopérer avec certaines autorités traditionnelles de la place pour mettre un terme à cette guerre. Parce que les solutions peuvent venir de partout. Quand on dit qu'on a déjà dépassé l'étape du Parlement, alors que le Parlement de Cameroun n'a jamais fait une commission pour descendre sur le terrain voir certaines exceptions. Non, dites-moi. Dites-moi. Descendre, c'est aller en brousse. Mais pourquoi pas? Vous êtes les élus. Vous êtes les élus du peuple. Quels sont ceux qui vous ont élus? Si on vous a élus, vous pouvez bien aller en brousse. Voir ceux qui vous ont élus. Il a dit tout à l'heure qu'il n'y a pas de guerre. Il a dit tout à l'heure qu'il n'y a pas de guerre. Les élus, là, s'ils sont réellement élus par les populations, ils peuvent bien aller parler à ces populations. Mais les sécessionnistes seront en embuscade. Il a dit tout à l'heure qu'il n'y a même pas de guerre. Que d'ailleurs, on a déjà maîtrisé tout ce qui se passe. On ne va pas entrer sur le débat de la définition de la guerre, sur le plan territorial ou militaire. Mais je voudrais vous dire une chose. Vous êtes un avocat très respecté et quelqu'un que nous respectons. Il faut cesser de diffuser la propagande démagogique qui consiste à faire croire ou à mettre dans... C'est juste le ton du débat, c'est pas une menace, Hervé. Non, je parle amicalement. Allez-y. C'est devenu répétitif, c'est pour ça que solennellement, il faut l'arrêter. L'administration n'est pas un organe de base du RDPC. Non, ça fait partie de ce discours démagogique qui consiste à dire que... vivons. Même les maisons de parti, ça appartient à qui? Si tout le monde dans l'administration était au RDPC, un ancien colonel de l'armée ne serait pas impliqué dans l'assassinat d'un de vos militants au cours d'une de vos assemblées à Yaoundé. Il est SDF, colonel de l'armée camerounaise. Vrai ou faux? C'est des exemples. Mais vous terminez, et puis la question revient aux autres panélistes. Vous terminez, mais sur la question. Oui, normalement, c'est pour dire que dialogue et tout consort, c'est des étapes. Et tout peut commencer par le Parlement, continuer. La répétition n'est pas vraiment une mauvaise chose. Mais de bien, je remets la même question pour que vous essayiez d'apporter également du vôtre. Quelle peut être donc la partition des élus aujourd'hui sur la question? Des élus de l'Assemblée. Oui, bien sûr. Tout confondu aussi. Non, c'est vrai qu'on a circonscrit par moment, mais je veux dire, vous pouvez entendre. Vous-même, en tant qu'élu, vous pouvez nous dire ce que vous pouvez faire de plus. Oui, nous encadrons. Bon, déjà, parlons d'abord des élus concernés directement à l'Assemblée. Voilà. J'ai tout d'abord dit, j'ai dit tout à l'heure que la question de la crise anglophone ne pouvait pas être inscrite à l'ordre du jour des débats de la présente Assemblée et même des autres.
Et que je ne vois pas, même si ce point venait à être inscrit, je ne vois pas ce que l'Assemblée pourrait faire. Vous comprenez? Je ne vois pas, je l'ai dit tout à l'heure. Maintenant, s'il faut absolument chercher ce que l'Assemblée peut faire, et là, il faut peut-être... Maître Payer a dit tout à l'heure que l'Assemblée pourrait... parce que l'Assemblée, c'est quand même l'organe qui définit la volonté de la majorité. C'est une tribune. Oui, qui définit la majorité. Et l'exécutif est chargé d'exécuter ce que l'Assemblée a décidé. Si on simplifie les choses, c'est comme ça. Vous comprenez? Bon, maintenant, quand on connaît le fonctionnement de notre Assemblée, le fonctionnement de notre système, de nos institutions en général, est-ce possible que l'Assemblée nationale et le Parlement en général définissent librement ce qu'elle veut, ce qu'elle entend, et qui ne soit pas ce qui aurait été, et qui ne soit pas ce qui aurait été inspiré de l'exécutif? La réponse est non. Ici, toute chapelle confondue, on peut se mettre d'accord là-dessus. Mais l'Assemblée légifère, mais ne gouverne pas. Je suis d'accord. Oui, oui, on est dans la tête des gens, on met une confusion. Non, il n'y a pas... L'Assemblée vote des lois, mais ne gouverne pas. Oui, mais non, je parle bien des lois. Je suis d'accord. Je parle des lois. Parce que, pour autant que ma mémoire peut rentrer en arrière, je ne me souviens pas qu'on ait eu au Cameroun des lois issues de propositions de loi. Absolument. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Enfin, ça n'a pas. Ça n'a pas encore existé. Voilà, voilà. Maintenant, est-ce que l'Assemblée peut prendre donc des injonctions ou faire des recommandations à l'exécutif? C'est non. D'abord, ces recommandations prendraient quelle forme juridique? Des résolutions, Des interpellations. des interpellations, des sommations. Vous comprenez? C'est un peu difficile à... Donc pour vous, l'Assemblée ne peut rien faire. Non, non, non. Sincèrement, je ne vois pas... La parole est libre à l'Assemblée. Je ne vois pas ce que l'Assemblée Mais peut ça faire. Oui, Je ne vois pas. non, Allez-y, je pense que au début de la crise, si la question était posée à l'Assemblée, comme Hervé vient de le dire, c'est une tribune. C'est une tribune où les élus, les députés et les sénateurs peuvent s'exprimer, peuvent donner leur point de vue sur le fonctionnement, sur la situation du pays. Et on voit ça dans d'autres parlements, c'est-à-dire on met des questions, les députés viennent débattre, donner leur avis, interroger le gouvernement. Bon, il y a déjà des questions orales aux membres du gouvernement, mais un sujet comme ça peut être mis à l'ordre du jour et permettre que chaque député puisse donner son point de vue et attirer l'attention du gouvernement, parce que le Parlement ne gouverne pas. Le Parlement est là pour voter des lois et contrôler l'action gouvernementale. Et même si Maître Payer parle d'enquête, l'enquête ne peut être faite que dans le cadre de l'action gouvernementale. Du contrôle de l'action gouvernementale. Parce qu'on peut prescrire une enquête, bon, peut-être s'il veut que ce soit fait dans le cadre de crise anglophone, ce sera peut-être pour contrôler les décisions que le gouvernement a prises par rapport à la crise anglophone avec la DDR et peut-être la reconstruction, aller voir ce qui se passe sur le terrain, mais pas pour régler la crise. Non. Si on avait mis le débat, comme exigeait honorable José Ouiba au début de la crise, peut-être que à ce moment précis, c'était peut-être le timing était bien indiqué pour que chaque député puisse donner son point de vue, et ça aurait peut-être orienté le gouvernement dans la prise des décisions. Mais ça n'a pas été fait. Aujourd'hui, la crise a avancé, et n'en déplaise à Hervé qui pense qu'ils ont déjà vaincu militairement, parce qu'ils ont pris l'option militaire, et dans une telle crise, dans une telle guerre, l'option militaire n'est pas celle qui est indiquée. L'option qui convient, c'est celui du dialogue. Oui. Et que, parce que les anglophones ont dit qu'ils se sentent mal. Arrêtez de dire les anglophones. Dites que certaines personnes de ces zones, fidèles, dans l'histoire, s'il te plaît, dans l'histoire des sécessions dans le monde, commençons par les plus récentes. La guerre de sécession aux États-Unis, avec les États confédérés, ça a été résolu comment? Dans l'histoire de sécession, avec ce qui se passe en Irlande du Nord, ça a été résolu comment? Dans l'histoire de sécession, avec ce qui se passe en Pays Basque, en Corse, et ce qui se passe aussi en Catalogne, ça a été résolu comment?
il faut être réaliste. Vous le laissez poursuivre et puis Et mettre beaucoup Roger. pensent, tu penses qu'en Colombie, ça s'est réglé comment? Voilà un exemple. les FARC. Voilà un Avec exemple. les rebelles. Voilà un exemple. On a négocié avec les rebelles pour trouver un accord de paix. Et on a trouvé l'accord. Bien sûr, il y a eu un accord de paix. Ça, c'est une information. Moi, je voudrais dire à Men Numbisi que vraiment, j'insiste là-dessus. Ce point ne peut pas être inscrit à l'ordre du jour à l'Assemblée nationale. Et s'il faut que ce point soit inscrit à l'ordre du jour à l'Assemblée nationale, il faut que l'ordre ou l'autorisation vienne de l'exécutif. Exact. D'accord. Oui, On est- non, mais il faut. Tout est possible. C'est la séparation de pouvoir. Non, on dit ça parce que l'exécutif est inféodé au législatif. Et aujourd'hui, avec le fait majoritaire qui plaît beaucoup à Hervé, parce que c'est la volonté du peuple. c'est la conférence des présidents qui fait l'ordre du jour Exact. à l'Assemblée. Et la conférence des présidents est constituée de qui? Président du groupe parlementaire, président des commissions et le bureau de l'Assemblée. Donc, et vous voyez que lorsque qu'on réunit tous ces membres-là, et la majorité, c'est les députés du RDPC. Donc on ne peut inscrire que si c'est la volonté. Vous comprenez donc pourquoi je dis que ce point ne peut pas être inscrit à l'ordre du jour. Et s'il doit être inscrit un jour à l'ordre du jour, l'impulsion il de faut que l'exécutif Exact, autorise. je suis d'accord avec Or, toi. si l'exécutif l'autorise, l'exécutif donnera des directives. C'est-à-dire dans quel sens est-ce que les débats doivent être orientés. Et moi je pense C'est aussi clair que bébé, ça. moi je pense que si Mais aujourd'hui on l'exécutif inscrit, ne dira jamais de venir discuter dans le sens qu'il ne veut pas. si on inscrit cette question C'est ça qu'on fait. à l'ordre du jour, Dernière intervention sur la oui, si on inscrit cette question à l'ordre du jour à l'Assemblée aujourd'hui, ce sera de la diversion. Voilà. Parce que les pistes de solutions sont données. Fidèle. On est d'accord. C'est la diversion. Je suis d'accord. Diversion. On est d'accord. Bravo. Voilà. Et s'il vous plaît, juste un petit mot. On est D'accord. Il y a un problème quand même. Vous, en tant que juriste, vous devez regarder ça avec beaucoup d'attention. Beaucoup de nos compatriotes parlementaires ou des groupes organisés, c'est-à-dire les partis politiques, ont des noyaux qui ont tendance à vouloir dénaturer la tribune de l'Assemblée. Ouais. Ce qui s'est passé avec cette affaire, c'est que le fait de l'instrumentaliser d'une façon démagogique ou populiste a fait que même l'expression ne pouvait plus être bien entendue Tout à fait. à la Elle tribune. devait être Et biaisée. du coup, certains ont voulu faire comme Wirba ou Nietzsche, de la tribune de l'Assemblée, une espèce de haut-parleur de l'agitation. On ne peut pas accepter cela. On est un État D'accord. souverain. Je pense qu'on C'est est, tout. on est tous d'accord sur la question. En une brève transition, on parle donc du vaccin. Vaccin, on l'a globalisé, pour simplement s'interroger, doit-on se faire vacciner dans cet environnement de pandémie mondiale? Transition. Il faut commencer par le remercier. Alors, peut-être pendant qu'on évoque la question du vaccin, cette dernière qui tombe à l'instant, vaccin AstraZeneca, les avantages restent supérieurs aux risques. Vous savez que la question, la polémique est... C'est l'agence des médicaments européens qui l'a déclaré. Voilà, dit le régulateur de l'Union européenne. Alors, le PCRN me suggère de commencer par le MRC, ce que je ne On refuse parlait de la pas. vaccination. Qui est une, Ah, ok, la vaccination, on commence, qui est une agence de vaccination. qu'on commence par vacciner... L'OMRC. Alors la question, elle est bon, je veux dire que ça n'a l'air de rien, mais en même temps, l'opinion s'inquiète. C'est grave. D'autant plus que la polémique, Elle enfle. elle enfle. Dans... Député, Oui. le problème que nous avons avec la formulation de cette question, c'est que nous risquons d'entrer dans le jeu de certains groupes démagogiques. D'accord. Et la question n'est pas de être vacciné ou pas. L'évolution de la situation sur les nouveaux vaccins qu'on a actuellement pose simplement un problème de principe de précaution. C'est-à-dire Oui, que, au fond, c'est ça. parce que la découverte de certains Je vous laisse nouveaux... poursuivre, mais au-delà du principe, le vaccin dont on a parlé a quand même montré un certain nombre de légers dégâts. Non, je voulais en arriver. ok, Je voulais en pardon, arriver. allez-y. C'est-à-dire qu'en fait, le vaccin ou le sérum, mettons tout ça ensemble, Absolument. ça, comme tous les médicaments, ça peut avoir des effets secondaires. Sur certains patients. Et le fameux vaccin est un vaccin qui posait un problème sur la coagulation, la formation des caillots dans le sang. D'accord? Pour certaines catégories de personnes. Mais comme les agents déclarent, les résultats sont globalement supérieurs au risque qu'on peut faire courir à un malade de cet âge-là avec ce vaccin. Mais c'est pas, la question n'est pas pour ou contre le vaccin. Nous qui avons voyagé,
Moi, j'ai subi tous les vaccins du monde, la rougeole, la variole, la fièvre jaune et tout. Et dans mon enfance, j'ai subi les vaccins. Il ne faut pas retomber dans l'obscurantisme qui consiste à dire que c'est encore une opération complotiste, enfin, de panafricanistes, entre guillemets, qui disent que les Européens veulent finir avec nous pour faire une génération de moutons après nous avoir vaccinés. C'est inacceptable. Et donc, aujourd'hui, le vrai débat, et je trouve que c'est lui qui a eu un mot juste là-dessus, c'est Kamal Libi. Vous voyez, je ne suis pas sectaire. Il a dit, le débat ne se trouve pas pour ou contre. Si on est contre, on fait comment? On fait dans le fétichisme, il faut définir ce que c'est que le médicament. Donc il faut aller vers le vaccin. Mais il faut aller dans le vaccin en respectant le principe de précaution et faire en sorte que ce soit une vaccination, les vaccins respectent les protocoles de sécurité. Et là, on pense, bon, je ne fais pas la publicité, parce que je ne connais pas, mais il y a des vaccins qui ne présentent pas les mêmes inconvénients, tels que le vaccin russe. Je vous relance, en Oui. attendant de prendre les autres. Parce que vous avez posé la question de savoir si on ne va pas vers le vaccin, on fait comment. Mais je veux dire qu'il y a des thérapies locales africaines qui montrent également... C'est une séance de marabout ici que tu nous as dit. Oui, mais je veux mais dire, dans l'Africain, cette séance de marabout, mais curieux, qui montre ses résultats. Je veux dire que Monseigneur Cléda a d'ailleurs été promu au niveau du Vatican. Il est prix Nobel de la médecine. Non, mais je veux dire que... Parce qu'on ne veut pas que l'Africain... Je peux Oui, et puis je passe la parole. Si vous avez le parti pris de dire qu'on va devenir... D'ailleurs, il y a beaucoup de gens... moi, j'ai connu quelqu'un dont je ne peux pas citer, qui, au niveau du lycée, étudiait plutôt, je ne sais pas, la comptabilité. Aujourd'hui, il se fait appeler docteur sur tous les plateaux des médias de télévision. Donc, vous avez une éruption de charlatans, de démagogues et tout ça. C'est une question très sérieuse. Je ne suis pas en train de dire, comprenons-nous bien, que les thérapeutiques de nos grands-papas, ma grand-mère, quand j'avais une constipation, c'était vite fait, elle me mettait la poire et puis ça réglait le problème. Je ne suis pas en train de contester que dans notre ce qui existe. Mais je dis, s'agissant du vaccin, D'accord. Et nous connaissons l'histoire des pandémies, depuis l'histoire de la fameuse fièvre espagnole qui a tué quand même plus de 20 millions de personnes dans le monde. Nous sommes dans un monde global. Et il faut faire confiance à la médecine. Maintenant, il y a des groupes d'intérêt qui veulent nous manipuler. Vous vous rendez compte que le vaccin qui est visé est un vaccin qui ressort de deux pays qui sont à la limite, qui ne sont plus dans l'Union européenne. Et vous avez des vaccins. Les Indiens, par exemple, sont revenus à une méthode ancienne, c'est-à-dire le vaccin classique. Donc, ce sont des questions sérieuses, mais nous ne pouvons pas accepter que la démagogie vienne dire qu'il ne faut rien faire, qu'il ne faut pas vacciner les gens, et que vacciner les gens, ce sont les Blancs qui veulent tuer tous les Noirs. Si ça, vraiment, c'est le degré Si vous me le rappelez, je demanderai bien à la fin de l'émission si chacun est prêt à se faire vacciner sur Moi, oui. Tout à fait. Moi, oui. Pas y aller. Oui, ça c'est ce problème de vaccin. Vraiment, ça fait peur à beaucoup d'Africains. Ça, c'est une vérité. Tu vas aller au paradis sans mourir. Non. Ah, vous savez que le vaccin, c'est d'abord des germes nocifs qu'on met dans le corps pour combattre... Oui, l'anticorps. Bon. Quand nous voyons cette histoire du Covid qui arrive, qui déferle en Afrique, on se pose des questions parce que l'histoire de cette maladie, cette pandémie, le blanc, vous avez bien parlé, mais vous semblez minimiser la pharmacopée africaine. C'est que je ne suis pas là. C'est tel que, quand ça arrive, on commence par dire, ça va faire vraiment, c'est une catastrophe pour l'Afrique. C'était le secrétaire général de l'OMS. Oui, l'ONU. Oui, l'ONU avait l'OMS. Ils ont dit, ça va faire gaffe en Afrique. Pendant qu'ils sont là dans les pays, l'hécatombe, voilà le mot. Alors que dans les pays occidentaux, l'hécatombe est là. Et quand on crée le vaccin, on court toujours vers l'Afrique pour tester. Non, s'il vous plaît, permettez-moi. Non, vas-y, maître, vas-y. Vous me troublez quand vous... Ne te trouve pas, mais je me croyais à Afrique Média ici. Mais... Non, Afrique Média... Allez-y, c'est tel que... C'est une question de vie. Absolument. C'est une question de vie. Ils sont très, très, très prudents. Le paludisme tue depuis des années. On n'a pas trouvé vite le vaccin. On s'interroge.
comment cette histoire explose en fin 2019 et rapidement un vaccin. Et il y a des Occidentaux qui parlent, qui avisent les Africains, faire attention. Nous allons boucher les oreilles, allez nous faire vacciner n'importe comment pour subir. Je dis pour ceux qui sont très chauds pour le faire là. Le député a bien dit, à la fin de l'émission, on dira qui est prêt à se faire vacciner. S'il y avait une cabine de vaccination, on passerait là. Vous verrez que chacun va contourner. On veut faire de qui les cobayes. Voilà la France qui est même notre pays colonisateur. Vous voyez, ça gesticule là-bas, ce n'est pas facile à accepter. Mais on ne supplie que dans beaucoup de pays africains, on accepte très vite. Et semblerait-il la rumeur qu'il doit avoir des paquets qui passent en dessous de ça. Non, ce n'est pas le charlatanisme que je dis. Moi, je ne suis pas partisan de la thèse complotiste. Et nous devons faire confiance à la science, aux hommes de science et aux professionnels de la médecine. Parce que depuis la nuit des temps, l'humanité a été toujours menacée par les pandémies, a été menacée par les maladies. Et c'est grâce au progrès scientifique qu'on a pu limiter même la mortalité infantile. Nous, avant l'avènement des vaccins, nous avons perdu beaucoup d'enfants. Quand ma mère, par exemple, parle, elle dit que après tel, il y a eu tel d'enfants qui sont morts et tout ça. Et la polio. Parce qu'il y avait des maladies qui menaçaient les enfants. Et après la découverte des vaccins, on a sauvé aujourd'hui ces enfants-là. Et c'est pour ces raisons que nous voyons aujourd'hui que la démographie est galopante. Parce qu'on arrive à sauver les enfants depuis le bas âge. Mais maintenant, la question se pose de savoir si le vaccin qu'on nous propose contre la pandémie Covid-19 est efficace. Et nous écoutons tous les scientifiques. Moi, je ne suis pas du domaine. Moi, j'ai entendu les experts en parler et ils ont indiqué que c'est... Parce que le vaccin a deux objectifs. Le premier objectif, c'est l'immunité, c'est de conférer l'immunité à celui qui reçoit le vaccin. Deuxième objectif, c'est de limiter, d'empêcher la propagation, la contagion. Mais pour ce qui est du vaccin contre la Covid, on nous dit que ça ne peut pas conférer l'immunité et ça ne peut pas également empêcher la contagion. Et ils indiquent que ça va seulement plutôt limiter les formes sévères de la maladie. Donc, ça va rendre la maladie beaucoup plus sous des formes... Enfin, moins violentes. Moins violentes, sous des formes moins violentes qu'on peut traiter. Je cherchais le terme médical qu'on utilise souvent. D'accord. Et ils prennent des exemples sur je crois que c'est pas la poliomyélite. Ils ont pris l'exemple sur la tuberculose. Il dit que le vaccin contre la tuberculose élimine les formes sévères de la tuberculose pour la rendre curable au cas où on la contracte. Donc, si c'est le cas, je pense qu'on ne devrait pas imposer le vaccin. Ça doit être une affaire de liberté. Parce que chacun doit sentir son corps. Si Maître Payet pense que la pharmacopée peut le sauver, il peut éviter, il peut ne pas prendre le vaccin. Et si une personne estime qu'il a le système immunitaire fort, parce que même jusqu'à aujourd'hui, le taux de mortalité pour ce qui est de la Covid est très moins élevé, le taux de morbidité est très faible, parce qu'il y a des gens qui ont contracté et qui n'ont même pas... On nous dit qu'il y a des gens qui contractent la maladie, mais ne font même pas la maladie. Ils sont asymptomatiques et résistent. Donc, si une personne estime que son système immunitaire est tellement fort qu'il peut résister à la maladie, il peut refuser de prendre le vaccin. À partir du moment où c'est une question de santé publique, la question n'est forcément plus individuelle. Oui, c'est parce que c'est... Oui, c'est parce que... Bon, le vaccin ne peut pas être obligatoire parce que dans les politiques publiques de la santé, on ne nous rassure pas que ce vaccin peut empêcher la contagion. Si ça pouvait empêcher la contagion, on pouvait admettre qu'il soit obligatoire pour limiter
la contagion pour éviter que les populations soient contaminées. D'accord. Donc, du moment où ça ne limite pas la contagion, je ne pense pas que ce soit obligatoire. Il doit avoir une liberté pour prendre le Mais vaccin. Fidèle, il n'y a pas un seul vaccin. Hein. Il y a une dizaine. Maître Bon, René, Roger Bébé d'abord. Oui. Complot entre les panafricanistes et les scientifiques, complot entre les obscurantistes et les scientifiques et tout. Bon, vaccin nocif, vaccin vaccin manquant d'efficacité. Il n'y a pas que le problème d'efficacité du vaccin qui est posé, il y a le problème surtout de la nocivité de ces vaccins. Les effets secondaires. Et des effets secondaires. Grand frère Hervé a parlé tout à l'heure, à l'orée de son propos, du principe de précaution. Alors, le principe de précaution, c'est quoi? C'est que nous sommes dans un univers où les vaccins font l'objet de polémiques. Même les scientifiques ne s'accordent pas sur l'efficacité et sur la dangerosité ou les effets pervers de ce vaccin. De ces vaccins. Parce qu'ils sont en compétition commerciale aussi. Oui. Il y a l'intox qui peut passer par là aussi. L'intox peut passer. Il y a des enjeux financiers. Les enjeux financiers. C'est pour ça que même les agences de sécurité européennes, comme le grand frère Hervé disait, sont subventionnées. Donc peuvent déformer la vérité au profit ou au désavantage de tel autre concurrent. Vous comprenez? C'est pour ça que, face donc à cette polémique, où même les scientifiques les plus chevronnés ne sont pas d'accord sur l'efficacité et la dangerosité des vaccins. Grand frère Hervé, qu'est-ce que la population doit faire? Vous comprenez? Le principe de précaution qu'il a évoqué tout à l'heure commande une solution. Je dis bien commande. C'est qu'on s'abstienne. Aïe. Ouais. Le principe de précaution. Est-ce que je peux vous donner un exemple? Je termine, grand frère. Le principe de précaution, parce que, et d'ailleurs, il y a un éminent avocat en France que j'ai suivi hier ou avant-hier, qui disait une chose très importante et que j'achète, si vous me permettez l'expression. Qu'est-ce qu'il disait? Il disait que ces vaccins sont dangereux. Et qu'aujourd'hui, si il y a un seul scientifique, ou un médecin, un pharmacien ou un scientifique qui peut dire aux populations de prendre ce vaccin, alors il vient avec une pétition, ce scientifique signe et s'engage personnellement. C'est-à-dire que si jamais ce vaccin s'avère dangereux pour la personne qui l'a subi, vous assumez les conséquences. Et il dit qu'il n'est pas sûr qu'une seule personne signera. Une seule personne. Et je dis donc que des gens comme le Marseillais, le professeur Marseillais, Raoul, voilà. c'est pas Mbandakani. C'est pas Mbandakani. Il n'est pas Afrique Média. Alors, nous avons un problème parce que je pense que nous avons des responsabilités publiques et ces responsabilités publiques nous imposent de prendre des décisions fondées sur la raison. Oui, bien sûr. Et c'est pas facile comme exercice. Oui. Je vous donne deux exemples. Moi, quand j'étais enfant, je fais partie de la génération, on nous mettait en rang à la queue leu devant nos écoles primaires et on nous vaccinait. Oui, non, deuxième, et je pense que c'est ce qui nous a permis qu'on arrive à des âges que nous avons aujourd'hui, parce que Fidèle Dubessi a dit la vérité tout à l'heure en disant que la mortalité infantile a diminué. Je suis né dans ce pays, à l'époque, il n'y avait que 3 470 000 habitants. Aujourd'hui, je vis dans un pays qui va avoir 30 millions d'habitants. Ça veut dire que l'espérance de vie a augmenté. Et savez-vous, chers amis, que dans l'armée, on vaccine tout le monde. C'est obligatoire. La mafia n'existait pas comme aujourd'hui. Non, on vaccine tout le monde, c'est obligatoire. Ça veut donc dire que quand vous dites que le vaccin doit laisser en vie de tout le monde, non. Ceux qui n'ont pas de responsabilité publique et qui veulent prendre le risque de santé, oui. Et le vaccin aussi a un objectif, c'est l'immunité collective. Absolument. Hein? Donc, quand il y a le paysage coût et avantage, il faut être plus sérieux en politique. Il ne faut pas prendre une décision, faire des déclarations qui plaisent pour la démagogie à la majorité. Je pense donc aujourd'hui que, oui, le principe de précaution voudrait qu'on évalue ces vaccins, ils sont nombreux. D'ailleurs, on dit que les vaccins indiens, chinois
et Russes n'ont pas d'effets secondaires. Donc, ils résistent des vaccins pour l'instant sans effets secondaires. Mais nous avons l'obligation de vacciner les populations les plus exposées, le personnel de santé, nos armées et les gens qui ont passé un certain âge pour préserver la population. Sinon, les asymptomatiques vont tuer les plus fragiles parce que ce Covid-19, ça tue surtout les diabétiques, les gens qui ont des problèmes cardiaques. Voilà, l'hypertension. Donc, je pense que c'est un sujet sérieux et qu'il faut qu'on sorte des déclarations, le genre, les Blancs ont envoyé les Turcs pour faire en sorte qu'on finisse avec l'Afrique qui va avoir 1,6 milliard d'habitants. C'est la première fois qu'un vaccin soit aussi l'objet... Parce qu'il est pour mettre. C'est pour ça, monsieur Théo. C'est que c'est sur 10 ans qu'on expérimente un vaccin. C'est pour ça qu'au PCRN, vous êtes pas une agence de vaccination. En même temps que nous suivons de près cette histoire de vaccin, nous pensons qu'il faut mettre l'accent, il faut continuer à mettre l'accent sur les précautions telles que le respect des mesures barrières. Il faut insister là-dessus. Il faut insister sur la suspension des cours en présentiel, notamment en maternelle, primaire, collège, Ils sont lycée. asymptomatiques, la population Oui, la plus asymptomatique. et donc la plus dangereuse. La plus dangereuse qui rentre à la maison contaminer les vieux. Sauf au secondaire, sauf au supérieur. Parce qu'au supérieur, on peut savoir se comporter. Donc, il faut renforcer le respect des mesures d'hygiène et de salubrité dans tous les lieux de consommation publique, restaurants, boulangeries, débits de boissons, marchés, églises, etc. Vous comprenez? Il faut renforcer la sensibilisation. C'est un volet très important. C'est le programme du gouvernement. La sensibilisation. C'est ce que le ministre Manaoud a dit. Non, ça c'est le programme du PCRN qu'il avait communiqué, au gouvernement. Ça c'est le programme qu'il avait remis au gouvernement. Au Premier ministre. Tout, quoi. Oui, ça c'est le programme du PCRN que Kabila Libi avait remis au Premier ministre en même temps. Avec Kabila Libi, on va aller au paradis. Vous comprenez? Donc il faut sensibiliser. Et là-dessus, nous proposons quoi? Qu'est-ce que Kabila Libi propose? Kabila Libi propose que nous recrutions massivement des jeunes, notamment des jeunes diplômés, que nous allons former et déployer dans les quartiers. Et vous les payez comment? Dans une économie qui va s'arrêter. Merci. Si on n'achète pas les sacs de ciment à 20 000 francs, on peut les payer. Oui, c'est démagogique ça. Ça, c'est démagogique. Merci, messieurs, pour vos analyses et commentaires autour de l'actualité qu'on a bien voulu mettre en débat ce soir. Je voudrais vous recommander, mesdames et messieurs, avant de mettre un thème à cette émission, d'aller en kiosque pour le panafricain des bâtisseurs du continent, BTP Afrique. C'est ce magazine qui vient donc de paraître dans une édition spéciale. Le Cameroun sur tous les fronts. Et d'ailleurs, on y parle des différentes crises dans le nord-ouest, le sud-ouest, Boko Haram, les élections, le Chan, la Cannes, les grandes opportunités, l'émergence en 2035, crise financière et monétaire, coronavirus. Enquête au cœur d'un pays à la résilience exceptionnelle qui force l'admiration avec à la une la photo du président de la République. Donc, non, c'est pas il y a des jours où tu es merveilleux. Je vous vois venir rêver. Donc, c'est en kiosque, une édition spéciale. Merci à vous, maître Fidèle, Messi. Mais il n'est pas en confinement verbal. Je vous en prie. Maître René Roger. Non, j'observe quand même qu'il faut le leur reconnaître. Ah, lui, il est libre. Que c'est mieux structuré en termes de communication. Merci. D'ailleurs, nous sommes confortés, nous sommes à l'aise. Ça va moins dans tous les sens. Ça va moins dehors que les Alès Ngrepi. Parce qu'ils ont les mouches. Ça va moins dans tous les sens qu'il y a une certaine période. Merci, maître René Roger Bébé. Merci, je dis bonsoir aux populations de Déa Premier, dont je suis. Où tu as refusé un mariage parce que le couple était en retard. C'est vrai ça? J'ai été félicité pour ça. Le couple était en retard de 2 heures. Ah, d'accord. Ok. De 2 heures. Et vous savez ce qui s'est passé? Non, du tout. Pendant que j'attendais pendant 2 heures à mon cabinet, le couple s'est disputé au quartier. D'abord, le mari était à la mairie. Okay. Vous comprenez? Mais il se trouve que l'épouse a refusé de venir parce qu'il fallait que le mari revienne au quartier et qu'ils se mettent d'accord sur la forme du mariage, polygamie ou monogamie. Le jour du mariage. Le jour du mariage. Et moi, j'attendais des heures. Ah, ok. C'est pas facile. À l'épreuve du pouvoir. Maître Payet, merci également. Ouais. Merci à vous à la maison. Bonsoir et à mardi prochain. Merci.